Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même bien sûr YouTube. Je suis Ciné-Touga et aujourd'hui pour célébrer l'arrivée de Noël et pour célébrer ces vacances de Noël, je serai accompagné d'une invitée que je voulais avoir aussi et dont vous avez peut-être pu entendre, ça va dans le tout dernier podcast avec Soupir en Technicolor et qui fait aussi de magnifiques posters. Il ne s'agit d'une autre que de Draw My Movies. Comment elle va ? Salut, moi ça va. Ça va super. Ça va très très bien. On arrive doucement, Noël arrive à grands pas et ça fait quand même plaisir quoi. Noël arrive, c'est toujours une bonne période de l'année. On attend les cadeaux avec impatience aussi, je pense. Oui, Noël c'est vraiment une belle période. Hein. Et oui, c'est une belle période en tout cas. Peux-tu te présenter un peu pour ceux et celles qui te connaîtraient pas ? Alors moi c'est Draw My Movie sur Insta, Pauline dans la vraie vie. J'ai 27 ans et je fais de l'illustration là depuis un an. Et moi ma passion c'est le cinéma avant tout, donc grouper l'illustration et le cinéma ça a donné Draw My Movie. Voilà, ça a donné Draw My Movie qui fait du contenu où elle revisite des films, voilà, en faisant des posters adaptés bien sûr à ces différents films. Je vous mettrai 2-3 petites images pour ceux qui sont sur YouTube bien sûr pour illustrer un peu tout ça parce que c'est du super contenu. Dans le podcast, j'ai plein d'illustrations un peu partout où elle a pu en faire. On est chez Draw My Movies, donc du coup on est là où les posters pardon, ont été faits. Là j'ai en face, j'ai Inception, là j'ai un Tarantino, là j'ai du Oldboy. C'est vrai qu'il y en a un peu partout. On a un peu tapissé les murs, j'avoue. Voilà, on est un petit peu envahi de tout ça, mais c'est de la très bonne décoration. Envahi, c'est un peu le terme. On est un peu envahi, mais c'est du bon envahissement, on va dire, parce que c'est quand même du super, ça fait plaisir. Voilà, du super poster de qualité. Merci. Et vu que c'est les périodes de Noël et les cadeaux, je vous conseille grandement de les acheter, ces posters, bien sûr. Adorable, merci beaucoup. Et oui, il a fait vraiment des super trucs. J'ai bien en acheté pour les fêtes de Noël, bien sûr. Adorable. Ça sera pour moi. Voilà. Ça me fait trop plaisir. Voilà, mais je tiens à préciser, bien sûr, je veux avoir ces petits posters. J'en ai déjà quelques-uns en tête de ceux que je veux avoir pour décorer un petit peu mon chez-moi, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, je tiens quand même à te dire que quand même c'est vraiment de l'excellent travail que tu fais et j'espère que tu continueras bien sûr à faire ces posters-là. Mais je sais que tu vas continuer, je pense. Hein. Oui, non, vraiment, je prends plaisir à le faire, c'est ça l'essentiel. Donc, le plaisir, voilà. Tant que j'aurai plaisir à le faire, je le ferai. Je sais pas si j'arriverai à garder un rythme aussi intense que parfois je le fais, mais par contre, je le ferai avec grand plaisir. C'est vrai que le rythme est assez élevé, mais il est quali dans tous les cas, donc c'est très bien. Cool. Donc c'est donc tant que la qualité baisse pas, j'essaierai de rester. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème au niveau de la qualité qui baisse, sinon super. La service après-vente allait arriver. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, donc rassure-toi, tu fais vraiment du très très grande qualité. Adorable, merci beaucoup. Mais maintenant qu'on a un petit peu parlé de ce que tu fais, moi je veux savoir ton film préféré. Lequel est-il ? Alors bon, comme tout le monde, ça a été très dur de choisir et de mettre des mots sur ce qui était vraiment mon film préféré. Mais je suis arrivée, comme tu le sais, à Édouard aux mains d'argent. Ah. Vraiment, Édouard aux mains d'argent, quoi. Il n'y a pas... Édouard aux mains d'argent, ouais, oui. C'est une évidence. C'est une évidence. Maintenant, pour moi, c'est une évidence. Depuis que je me suis posé la question, c'est devenu une évidence. Ouais. Ah, alors tu vois, ça va être très bien d'en parler juste après. Donc, Édouard aux mains d'argent, réalisé par Tim Burton, nous raconte l'histoire d'Édouard, donc, qui est une création d'un inventeur qui vivait dans un château niché au sommet d'une colline. Bien que gratifié d'un charme irrésistible, bien sûr, c'est Johnny Depp, faut quand même pas l'oublier, ce dernier n'était pas tout à fait parfait. Et oui, parce que la mort soudaine de son inventeur l'avait laissé pourvu de ciseaux acérés en guise de main. Édouard donc vit reclus dans l'obscurité jusqu'au jour où une douce demoiselle du nom de Peg Boggs lui fait goûter aux joies d'un véritable foyer. Voilà, c'est le résumé du film. C'est
La Belle Histoire, comme je l'appelle, c'est un peu le film de Noël aussi. Et oui, parce que on arrive à Noël et quand même, Édouard aux mains d'argent, pour moi, représente bien le film de Noël. Mais ça, on va y revenir, parce qu'on a eu une petite discussion là-dessus. Ça risque d'être très intéressant. Mais moi, la question que je pose, toujours la première, tu la sais, c'est pourquoi ce film est ton film préféré ? Bah alors du coup là, on va devoir rentrer dans l'histoire personnelle et tout, un peu comme Souspi l'avait dit aussi. Ah mais... oui. mais il avait raison. Mais oui, en fait, je crois que Édouard aux mains d'argent, enfin le personnage d'Édouard, c'est vraiment le premier où je m'identifie complètement. C'est-à-dire qu'en fait, justement, ce côté hyper marginal, hyper qui arrive pas en fait à rentrer dans les cases, qui a envie, qui est profondément gentil et bienveillant, mais qui, malgré tous ses efforts, ne fit pas avec le monde qui l'entoure. Et moi, ça me bouleverse. Le fait qu'il soit très seul aussi, malgré lui, il y a quelque chose, en fait, chez ce personnage qui m'a touchée tout de suite. Vraiment, où je me suis complètement identifiée à sa façon d'être, à ce côté très, aussi monstrueux, sans le vouloir, qui s'en rend pas compte, qui est... Monstrueux malgré lui. Exactement, exactement. Et qui veut faire partie d'une famille, d'un foyer, du monde qui l'entoure, mais qui n'y arrive pas en fait. Qui n'y arrive pas et qui, malgré tous ses efforts, peut pas. Et aussi peut-être, finalement, parce que est-ce qu'il doit vraiment rentrer dans ce monde qui est finalement... Enfin, on le voit tout au long du film, c'est qu'en fait, au début, on veut appartenir à ce monde, parce que c'est un peu le nôtre aussi. Mais finalement, Burton nous montre aussi les limites de cet univers et de ce monde, de l'horreur qui se cache derrière les couleurs, quoi. Il est très satirique, avec beaucoup d'humour, certes, mais très satirique, et il a un regard très cynique sur tout ce milieu, sur tout ce quartier, on va dire, ce lotissement de petits, c'est la classe moyenne américaine, quoi. Oui, alors après, voilà, c'est quand même une troupe que Burton amène souvent dans ses films, la dualité entre le vivant, la mort, la bonté, la méchanceté, ça c'est quand même une dualité qui est quand même très présente dans ces films-là. Alors moi, là, de tout ce que tu m'as dit, il y a un truc qui m'a happé tout de suite, c'est que tu t'identifies énormément au personnage d'Edward. J'aimerais savoir pourquoi déjà il t'attache autant en fait d'importance. En fait, qu'est-ce qui fait que vraiment ce personnage, ce lien est aussi unique ? Déjà, je pense que ça tient à sa naïveté, à sa candeur vraiment enfantine, presque. Il y a quelque chose de très. En plus, il y a quelque chose de très doux chez Édouard. Il y a quelque chose de très doux, de très naïf, de très comment dire. Et t'as envie de le protéger presque. Il est vraiment, il est pas fait là pour être là en fait. Et ça me touche pas mal. Et je pense que ce qui me touche aussi beaucoup dans le personnage, et ça c'est lié au flashback, mais du coup on y reviendra plus tard. On va y revenir plus tard. Oui. Ouais, mais c'est, je pense aussi le lien qui est montré avec l'inventeur, qui me rappelle beaucoup le lien avec mon papa, moi, personnellement. Ah d'accord, oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment un peu une histoire qui, en la racontant, te fait un peu ressentir un peu ta propre version à toi, en fait, de cette histoire. Ouais. Tu te l'appropries un petit peu, en quelque sorte. La question que je me pose, est-ce que tu en as discuté de ce rapport-là, d'autres gens, par exemple Oui, un petit peu. Là, ces derniers temps, du coup, en sachant que j'allais participer au podcast, j'en ai parlé un petit peu avec mon compagnon et des amis. Et ouais, c'est venu du coup, dans la conversation, où je me suis dit, effectivement, je pense que finalement, si c'est autant une évidence que comme je te le disais juste avant, si c'est devenu autant une évidence, c'est que je pense que le lien entre Édouard et l'inventeur et moi et mon papa, il est devenu hyper évident à ce moment-là. Et surtout que j'ai découvert le film très jeune aussi. Et du coup, ça réunit beaucoup de choses à ce moment-là, quoi. Est-ce que c'est pas ton père qui t'a fait découvrir ce film ou... Non, quand même pas. Mais si tu veux, ça rejoint un tout petit peu quand même, parce que en gros, moi je suis d'une famille avec des parents quand même relativement âgés, vu mon âge. Moi, quand j'avais une dizaine d'années, mon père il en avait déjà une soixantaine, donc c'est quand même un âge assez avancé. C'est pas très habituel non plus dans la plupart des foyers.
particulier. Mais et du coup, en fait, bon, il se trouve qu'en plus j'étais enfant unique, donc pareil, ça rejoint la solitude d'Edouard. Ouais. Donc ça commence à faire pas mal de coïncidences. Je suis aussi enfant unique, donc je comprends aussi ce lien-là. Voilà, donc, tu vois. Mais je trouve très bien. Edouard là-dessus, il parle beaucoup aux enfants uniques aussi, je pense. Ouais. Ce côté très seul malgré toi, très. Qui essaye il voudrait s'ouvrir un peu au monde, mais malheureusement n'a pas vraiment connu cet aspect-là de s'ouvrir aux autres, puisqu'il est un peu fils unique. Voilà. Parce que généralement c'est pas inné, quoi. Ouais, c'est pas inné chez nous, tu vois, de s'ouvrir aux autres, parce que généralement quand t'as des frères et des sœurs, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est ça, parce que t'es habitué dès l'enfance, alors que là tu dois vraiment te faire violence pour aller vers les autres, pour te faire accepter. C'est compliqué, oui. C'est toujours une part qui est quand même très compliquée. C'est aussi un peu ce que j'étais quand j'étais enfant. J'étais assez réservé, j'avais presque une timidité maladive, tellement que tu vois, c'est compliqué, tu vois. C'est vrai qu'il faut faire énormément violence, c'est compliqué, et c'est vrai que je me vois dans ce personnage-là de Edouard, notamment, voilà, dans ce fait d'être isolé, mais en même temps avoir cette envie de se dire, voilà, j'aimerais que je puisse aimer les autres, tu vois, avec les autres même aussi pour ce que je suis, de partager ça en fait, et de pouvoir parler avec différents gens, etc. Et c'est compliqué quand on est fils unique, ou quand on est orphelin comme lui pouvait l'être, tu vois. Et c'est très bien représenté dans ce film. Complètement. Ce cas-là d'isolation et de solitude. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça touche tout de suite, en fait. Quand tu l'as vécu, ça te parle tout de suite. Je trouve ce sentiment, il est hyper bien montré et décrit dans le film. Complètement. Et le fait qu'il y a des gens qui sont d'une bonté, qui veulent justement... qui te voient seul, qui te voient un petit peu reclus, mais qui veut quand même te voir, essaie de te faire comprendre et te ramener un peu dans ce moule-là et te faire accepter, de t'ouvrir aux autres. Moi ces gens-là... C'est le personnage de Peg, quoi. Oui, il voilà. est génial. Je remercie ces gens-là d'exister. Exactement. Parce qu'il y a certains de mes amis... Il y a certains de mes amis où je les ai rencontrés comme ça. J'étais peut-être un peu plus reculé, etc. J'avais pas trop de fréquentation. Et ces gens-là qui venaient vers moi instinctivement... Et qui te font sentir justement que t'es normal, enfin que tu peux appartenir à un groupe. Voilà, que tu peux appartenir à un groupe et que t'es pas différent. Marginal, voilà, que t'es pas mis à l'écart. Il y a pas une bizarrerie, tu vois. Exactement. Il peut se passer un autre truc comme ça où tu te dis, je suis pas normal techniquement parce que je me sens pas à l'aise avec ces gens-là, ou j'ai peur, tu vois, d'aller avec ces gens-là et de perdre un peu une sorte d'identité que j'ai de moi. Mais en plus, c'est ça qui est bien aussi dans le film. Enfin, on utilise le mot normal, tout, mais c'est ça qui est bien aussi, je trouve, dans Edouard aux mains d'argent, c'est qu'il remet sans cesse en question la normalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normalité. Enfin, Edouard n'est pas considéré comme normal, et pourtant c'est le plus humain de tous. Oui. Et inversement, enfin, et par exemple, eux qui sont normaux entre gros guillemets, bah, finalement sont pas très des ordures, humains. hein. C'est ça. Ils se révèlent être vraiment des personnes mesquines, méchantes. En plus, c'est là qu'est aussi... Enfin, chez Edouard, sa différence, elle se voit visuellement, par les mains, par ce qu'il est, quoi, par ce qu'il dégage. Eux, on ne voit pas, mais forcément, il y a une monstruosité en eux qui est bien plus grande que celle d'Edouard. Et ce questionnement et ce basculement à chaque fois dans le film, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi. Moi, il y a quelque chose que je retiens à chaque fois quand je vois ce film. C'est une phrase qui me retient à chaque fois quand je vois ce film d'Edouard, qui résume à peu près ce que je pense du film. C'est que pour moi, la bonté n'est pas la normalité. Tu vois, c'est pas quelque chose qu'on se dit, la bonté, c'est quelque chose de normal, d'inné, quelque chose comme ça. Non, c'est quelque chose qui... Alors que ça devrait. Paradoxalement, ça devrait, mais ça ne l'est pas. Bon, la bonté n'est pas quelque chose de... C'est pas si évident. C'est pas du tout évident pour l'humain d'être bon, en quelque sorte. C'est assez bizarre de dire ça, mais on aimerait que ça soit comme ça. Mais malheureusement, ça l'est pas trop. Les gens, généralement... Oui, la réalité, elle est pas celle-là, effectivement. La réalité est beaucoup plus... enfermée, tu vois, un peu plus méfiante, plus que de la bonté, et des personnages comme Peg, par exemple, qui le montrent avec une bonté pareille et qui s'en fout des a priori. Complètement. C'est plus rare qu'on pense. C'est beaucoup plus rare et... Mais c'est ça aussi qui est bien pour revenir à Edouard aux mains d'argent, du coup, mais c'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'il y a les deux qui sont montrés. T'as le personnage de Peg qui instantanément va l'accepter, enfin instantanément. Un petit mouvement de recul au tout premier moment. Parce qu'il y a quand même des ciseaux, quoi. Donc et en plus, moi, c'est ce que j'adore. Ça, c'est une de mes répliques préférées du film. C'est sa première réplique, sa seule réplique. C'est « Je suis pas finie ». Enfin, vraiment, moi, quand il dit ça, ça me brise le cœur. Et je suis en mode, je m'identifie tellement à cette phrase de « Je suis pas finie ». Enfin, on est tous pas finis, tu sais. Il y a un peu ce truc où, genre, c'est hyper touchant. Cette phrase, elle est hyper simple et anecdotique, mais c'est la première qu'il prononce. Et moi, elle me déchire le cœur. Et je crois qu'à ce moment-là, justement, déjà, on bascule
bascule, on n'est plus du tout dans... pourtant, juste avant ça, il est filmé comme une ombre, comme quelque chose de menaçant. Ouais, voilà, quelque chose. On voit qu'il gratte le sol. Exactement, tu vois, il y a quelque chose de très... Ah, c'est le monstre, il fait peur, machin, mais Dieu. Il sort de l'ombre. Et là, tout de suite, t'as le visage de Johnny Depp, et là, tu te dis, mais... Balafré, en plus. Tu te dis, le mec a souffert, quoi, en plus. Enfin... Il arrive comme ça, il est tout poupille, il est tout mignon, il est comme ça, il fait, je suis pas fini. Et moi, ça, cette réplique, je crois qu'elle me bouleverse instantanément. Et à partir de cette réplique, je sais que le film, il va me toucher, quoi. Il va te casser en deux. Ouais, exactement. Voilà. Il va me rouler dessus, en fait, tu vois. Genre, vraiment, je suis en mode, oh, ça y est, ce personnage, ça y est, je l'aime. Enfin, genre, vraiment, il va me bouleverser. Et il me bouleverse tout le long, d'ailleurs. Enfin, c'est pas... Sans spoil, hein. Il va me bouleverser tout le film. Il bouleverse pendant tout le film, je suis assez d'accord là-dessus. Et par contre, du coup, t'as ce personnage de Peg qui est hyper touchante, hyper mignonne, parce que finalement, à partir du moment où il va sortir de l'ombre, où elle va le voir tel qu'il est, finalement, et bah, tout de suite, elle va vouloir l'aider. Enfin, c'est dans sa nature. Elle veut déjà remettre ses plaies, etc. Exactement, elle est ambassadrice à Avon et tout, donc elle veut avec ses moyens, elle veut déjà l'aider en le rafistolant. En le rafistolant et le remettre dans les codes oui, ça c'est vrai, par contre. Tout à fait. C'est quelque chose. En fait, raison. Elle essaie de le ramener vraiment dans le moule, comme je disais tout à l'heure, de prendre la personne et de la ramener dans le moule en le mettant comme étant une personne qui est dans ce moule-là. Faire partie du lotissement, enfin moi je l'appelle le lotissement. Le cercle social du lotissement en quelque sorte. Hyper coloré, parce que ça aussi on peut en parler visuellement, enfin ça se traduit comme ça dans le film. Oui. Le château qui est tout noir, sombre avec de la brume, et qui est posé là au bout de ce lotissement ultra coloré, etc. Qui justement hyper symétrique aussi dans sa forme. Tout est millimétré, enfin les voitures qui partent en même temps, qui reviennent. C'est le lotissement Wes Anderson un peu. Oui, voilà, il manque juste la caméra asymétrique bien centrée, et là c'est vrai qu'on est sur Kubrick, oui, voilà. Un peu plus Kubrick. On est dans ce milieu-là, mais on avait parlé aussi avec parce que c'est le deuxième film burtonien qu'on fait dans ce podcast, parce qu'on avait fait aussi avec The Movies sur les noces funèbres, où justement là c'est l'inverse, où c'est le monde normal qui est grisé, qui est morose, pas possible, et le monde des morts, le fantastique et ultra coloré et tout. Là dans ce film c'est vraiment tout ce qui n'est pas normal dans cette espèce de sobriété, c'est tout noir, tout est gris, etc. Avec le personnage d'Edouard, et tout cet aspect-là extrêmement coloré du lotissement, etc. On se dit, ah mais là c'est la normalité, c'est bien, c'est le bon vivant, etc. Sauf que plus on avance dans le film et plus en réalité on voit que cette chaleur et cette couleur externe du lotissement cache en réalité une noirceur interne, en quelque sorte, avec le mensonge, la méfiance, le rejet, alors que Edouard, qui est tout habillé en de noir, de manière extérieure et assez menaçant, mais qui à l'intérieur représente la bonté, l'innocence, la naïveté. C'est assez parlant en fait quand on le marque comme ça, et plus le film avance et plus on sent cette bascule qui arrive, et Burton nous le montre en fait, qu'on s'en fout que quelque chose soit pas normal en réalité, puisque en réalité tout ce qui importe en fait c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Et les différences physiques, etc. ne sont pas ce que représente une personne. Avoir des ciseaux dans les mains ne vous fait pas de vous un tueur, en tout cas ce que nous montre en tout cas avec Edouard. Mais une personne tout à fait normale peut être la pire personne au monde. Ce qui est marrant aussi dans le film, parce que il y a quand même une étape dans le film qui est intéressante, c'est qu'il y a un moment dans le film où ces personnages-là l'aiment. Justement, pour sa différence. Au début, oui, tu sais, pour sa différence. Voilà. En fait, il est parce qu'avec ses mains, il est un artiste, tu sais. Il est considéré un peu comme... il fait jamais les choses comme les autres. Du coup, les gens, ils sont fascinés. C'est la nouveauté, en fait. Ils sont un peu fascinés par la bête de foire aussi, au début. J'allais venir, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu une bête de foire, parce que, une nouveauté, j'ai jamais vu ça, incroyable. Et après, derrière, on les voit tout de suite qui essaient de gratter de l'argent. Mais dès qu'en plus il s'intègre trop finalement, et ben c'est là que ça va basculer aussi, en se disant mais en fait il peut pas faire partie de notre monde, quoi. Voilà, où ils essaient de l'abuser de lui, en mode voilà, on va créer un salon de coiffure, etc. pour gagner un peu d'argent, etc. Mais je garde tout pour moi. J'essaie de tout garder pour moi. Tiens, voilà, je vais continuer à faire les trucs, mais si tu vas être payé, ça va. Oui, puis le coup, sans spoil, la scène fatidique du cambriolage, quoi, aussi. Oui, voilà, c'est le tournant du film. Il y a deux tournants. Il y a la scène dans le salon de coiffure. Dans le salon de coiffure, le salon de beauté, et surtout celle du cambriolage, qui sont les deux scènes qui nous montrent toute la dualité entre ces deux mondes-là, au final.
Et c'est ça qui est déchirant aussi, de se dire que voilà, en réalité, malheureusement, est-ce qu'au final, le fait d'être anormal est peut-être la meilleure chose qui lui arrive pour pas être dans ce moule-là qui est un peu gangréné en quelque sorte. Exactement. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il doit pas faire partie en fait de ce monde. Ce monde auquel il aimerait appartenir au début, en fait, il faut pas qu'il y rentre. Voilà, ce monde qui idéalisait un petit peu, tu vois, comme nous, on pouvait peut-être idéaliser en tant que fils unique, se dire j'aurais bien aimé avoir plein de groupes de copains, etc. Moi, ça m'est déjà arrivé, de me dire j'aimerais trop avoir plein de groupes de copains, mais voilà, je veux pas trop tenter. Ça, je sais pas comment faire, je sais pas comment y aller. Voilà, je sais pas comment y aller, etc. Et quand tu amènes et que tu vois toutes les emmerdes qu'il peut y avoir derrière, tous les petits ragots qui peut, tous les comment les choses sont transformées, interprétées aussi. Ils sont en mode mais tu sais, il a fait ça, etc. Et que tout ça, c'est jamais dit en face avec la personne. Tu dis mais en fait c'est pas ce que je voulais, en fait je pensais que voilà le groupe il pouvait parler directement sans aucun problème, etc. Et qu'en réalité il y a juste des problèmes qui arrivent mais ça j'aime bien la manière dont Burton montre ça dans le film d'ailleurs, à travers beaucoup des traits d'humour aussi parfois, surtout ce truc, enfin comment il met en scène ce groupe, ça me fait mourir de rire, rien que je l'ai revu il y a pas longtemps, mais cette phrase elle est très drôle quand Peg tu sais elle vient de le ramener et en fait toute l'appelle pour savoir qui c'est, qu'est-ce qui se passe, et elle arrive et elle écoute ces messages, je dis putain, ils ont utilisé toute la bande. Incroyable. Et j'adore la manière dont Burton, par l'humour, il nous fait comprendre ce milieu-là, quoi. Oui, avec ce genre de détails et d'humour et ce genre de petites répliques. Les scènes les plus marrantes aussi qui représentent bien ça, c'est quand Edward il mange, tu sais, pour la première fois, tu sais, les dîners les repas de famille. Américain. À chaque fois sont... Mais très américain d'ailleurs. Très américain d'ailleurs. Avec les petits pois, quoi. Genre, les petits pois purés carottes, bien verts, trop verts même. Même un peu trop verts, ouais. On se pose la question. Saturé, tu sais, on se pose bien la question un petit peu des petits pois, mais ces scènes-là sont incroyables parce qu'on voit un peu la dualité de comment il le voit, etc. Alors que lui, il essaie, tu vois, de s'adapter, d'essayer de manger, tu vois, de s'adapter et tout. Moi, j'aime bien le chant contre chant justement sur le père à ce moment-là. Tu sais, il regarde... Et le petit pois finit par tomber. Et tu vois juste la tête du père qui baisse comme ça. Mais le père aussi, il est très ambivalent. Alors je pense qu'il apprécie, tu vois, Edward dans le sens. C'est peut-être le personnage le plus complexe en quelque sorte parce que tu sens qu'il est un peu méfiant, mais qu'en même temps il sait qu'il est gentil, tu vois, mais qu'en même temps il sait jamais ce qui peut se produire. Il est pas comme le reste du voisinage que je trouve, ou comme Peg, tu vois, et Kim. Sont les deux personnages qui ont vraiment cette bonté-là. Kim, en plus, c'est vachement l'antithèse de la mère à ce niveau-là, dans la mesure où Peg l'intègre tout de suite, et elle met plus de temps, mais finalement, elle l'apprécie tout autant, voilà. quoi. Enfin, même plus à la fin. Oui, c'est vrai, parce qu'elle voit... à travers l'amour, etc. Voilà. Elle va complètement changer de regard, elle, pour le coup. Ça va mettre plus de temps, mais elle va complètement changer de regard. Oui, tout à fait. Mais alors, moi, ce que je veux savoir, on va revenir un petit peu sur toi, c'est que tu avais déjà parlé un peu de comment tu l'avais vécu, cette première fois que tu as pu voir ce film. Ce lien-là, il est arrivé directement dès ton premier visionnage, j'imagine, quand tu étais petite. Moi, la question que je me pose, c'est que, déjà, est-ce que c'était le premier film de Burton que tu as vu, ou est-ce que tu en avais vu d'autres avant ? Honnêtement, je sais même plus. Mais ça remonte. Peut-être. Ouais, ça remonte un peu. Je crois que c'est le premier, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'est le premier. Soit c'est lui, soit c'est Charlie et la chocolaterie, je pense. Ok. Mais c'est un des deux. Voilà, parce que Burton, à travers ses films, voilà, il parle énormément de cette dualité-là de bon et de mal. Est-ce que ces autres films aussi t'ont aussi impacté à ce point-là que Pas autant voilà. qu'Edward aux mains d'argent, mais par contre, c'est une thématique dans toute la filmo de Burton qui me passionne et qui me bouleverse. Voilà, de ceux que je me souviens le plus, tu vois, les noces funèbres, ça revient énormément là-dessus. Je suis d'accord. Dans Frankenweenie aussi, dans Beetlejuice, ça revient aussi. C'est vraiment une thématique qui revient. Big Fish, c'est beaucoup plus subtil. C'est vrai. Même si c'est mon Burton préféré, c'est quand même celui qui est le plus subtil dans son approche-là, mais ce qui en fait toute sa beauté. Et ça, on va pas trop en discuter de Big Fish. Mais c'est clair que Burton, tu le considères quand même
comme l'un de tes réals préférés, quand même. Oui, Oui. complètement. Largement. Complètement, oui. Peut-être ça fera partie de tes questions, mais j'ai pas mal de bouquins sur la personne, donc je pense que... C'est vrai que j'en ai vu 2-3 là, qui sont un peu, cachés. Le plus beau, c'est celui de l'expo qu'il y a eu à la Cinémathèque il y a plusieurs années. Ça devait être en 2000... j'étais au collège, j'étais en 3e. Donc c'était en... je sais même plus. C'était il y a une dizaine d'années, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, je crois. Hein. Et j'étais allée à l'expo qui était incroyable, à la Cinémathèque, où il y avait tous ses dessins, son univers, tout. C'était... Ça t'a émerveillé en quelque sorte. Ça m'avait fasciné, ouais. Ça m'avait vraiment, vraiment fasciné. J'avais adoré. Et ouais, beau cadeau, il y a quelques années, on a trouvé le livre de l'expo et je l'ai acheté, édition collector. Non, mais c'est intéressant, hein, parce que... Est-ce que... D'ailleurs, petit aparté, parce qu'on revient un petit peu sur le fait que tu fasses des posters, etc. Est-ce que ce film-là t'a inspiré pour créer des posters, etc. Est-ce que c'est un peu ce film-là qui t'a dit oui, j'aimerais bien? J'en ai fait 2-3. J'en ai fait 2-3 autour d'Edouard aux mains d'argent. Mais est-ce que ça t'a donné un peu cette envie de créer, de faire ces posters-là, des illustrations-là, notamment à travers la poésie de l'univers qu'est Edouard aux mains d'argent? Alors, pas uniquement Edouard aux mains d'argent, pour le coup. Pour le coup, tu vois, là où... Enfin, tout Burton, moi, ne serait-ce que les dessins de Burton... Enfin, Burton, c'est une vraie inspi au niveau esthétique. Enfin, vraiment, pour le coup, tout ce qu'il fait. Mais même c'est moins bon. Comme par exemple, je sais qu'Alice au Pays des Merveilles, il est pas très aimé, et même moi, je vois tous ses défauts en tant que film. On est d'accord. Voilà, en tant que film, il y a quand même pas mal de défauts cinématographiques, on va dire, mais par contre, visuellement, et même si c'est de la 3D, tout ça, et que c'est pas dessiné comme aurait pu le faire Burton ou quoi, moi, je trouve qu'à chaque fois, sa patte, elle est incroyable. Visuellement, esthétiquement, les univers qu'il crée, qu'il dessine, tu sens qu'en plus c'est quelqu'un qui dessine, vraiment. Et oui, il a commencé chez Disney, oui, voilà. En tant que dessinateur avec Henry Selick à l'époque. Voilà, un gros copain qui aura fait derrière l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et Coraline, donc voilà, c'est... Voilà, des copains de gothique, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Ils aiment bien ça, mais c'est vrai que ils ont une vraie patte, parce que j'aime bien leur storyboard généralement quand ils montent dans les making-of. C'est vraiment quelque chose de beau. Sublime. C'est très très beau. Sublime. Les dessins. D'ailleurs, en fait, le Edouard aux mains d'argent, lui, pour le coup, il se base sur un dessin d'enfance de Burton. Et c'est scénarisé par Caroline Thompson, si je dis pas de conneries. Ils l'ont écrit ensemble à l'âge adulte, on va dire. Mais à l'origine, c'est un dessin d'enfance de Burton que j'ai vu en plus et que j'ai... non, je l'ai enlevé là depuis, mais je l'avais refait. Et dommage. Il était pas loin. Je m'étais amusée à le redessiner parce que vraiment j'adore ce petit dessin et tout de Burton. Et voilà, et c'est passionnant. Enfin, tu vois que le mec, vraiment, il dessine, quoi. Il dessine, mais il a vraiment sa patte, quoi. Mais moi, pour le coup, ça c'est quelque chose que j'adore et je pense que c'est pour ça qu'il fait partie de mes réals préférés aussi. Burton, c'est celui qui a vraiment un des univers les plus propres à lui, parce que on sent que c'est depuis son enfance qu'il a cet univers-là, quoi. Mais d'ailleurs, oui, tu sens qu'en plus, le personnage d'Edouard, c'est lui. C'est lui, tout simplement. Enfin, à 100%. Bon, il y a un peu de chaque réalisateur dans leur personnage à chaque fois. Voilà, vraiment, c'est d'une évidence folle, quoi. Mais Johnny Depp qui le transpose, il transpose vraiment ce que Burton voudrait que ça soit, tu vois, ces personnages. C'est pas Johnny qu'ils ont collaboré. Voilà, c'est son tout premier film d'ailleurs, ensemble. Et je pense que quand il l'a vu, je pense qu'il s'est dit, oh putain, c'est moi en fait. Parce que pour l'anecdote, tu sais qui était pressenti pour. C'était une de mes questions. Bon oups. C'était une de mes questions. Mais on verra parce qu'il y a plein de noms, il y a plein de noms. Oui, ouais, moi j'en ai un en tête. T'en as un en tête, mais je pense que c'est peut-être celui qui était le plus pressenti. Tu peux le dire maintenant, mais j'en ai d'autres derrière qui pourraient être plus... D'accord, parce que moi c'est vraiment celui-là qui m'a le plus marqué et presque traumatisé comme anecdote, parce que vraiment le fait que Michael Jackson voulait le rôle, ça m'a... Parce qu'ils étaient potes. C'est vrai que Michael Jackson, alors en plus on avait parlé aussi avec Anecdote Movies, c'est vrai que Michael Jackson aime un peu beaucoup Tim Burton. C'est vrai qu'il a quasiment il voulait participer à pas mal de ses films quand même. Edouard aux mains d'argent fait bien sûr partie, mais j'ai plein d'autres personnes derrière qui étaient pressenties pour jouer le rôle, dont un qui était quasiment sur le point de l'interpréter. Et ça, c'est une belle histoire que je raconterai plus tard, qui est assez drôle. Carrément.
Oui, mais cela me dit rien, tu vois. Ah bah voilà, parfait. Bon, bah, nickel. Tu vois, j'ai bien fait parce que Michael Jackson, c'est vrai que c'était déjà un peu connu. Ouais. Moi, j'ai connu cette anecdote grâce à Anecdote Movies. Mais alors du coup, c'est dans ton podcast que je l'ai entendu l'anecdote, c'est sûr. Mais je crois que c'est Anecdote Movies. C'est Anecdote Movies qui lui a dit. Merci à elle. Et oui, la reine des anecdotes, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Encore merci à toi, Anecdote Movies. Mais oui, bien sûr. Quand on parle de Burton, on pense tout de suite à Anecdote Movies. Parce que bon, elle, c'est une fan inconditionnelle de Burton. Ça, je ne peux que la comprendre. Ah bah oui, en réalité, c'est un très bon choix. Moi, j'accepte volontiers là-dessus. Moi, ce que je veux revenir maintenant un petit peu sur ce film, on a parlé justement beaucoup de cet aspect de superficialité, de ses apparences, de notre lien justement entre le fait d'être fils unique et le lien avec Edward qui est assez présent et qui nous touche d'une certaine manière du fait de nos différentes expériences, qui sont plus ou moins proches. Moi, ce que je veux parler aussi, c'est que Burton veut, à travers ce film, donner une leçon de tolérance, en quelque sorte, et de respect des différences entre les personnages. Parce que, je tiens tout de suite à dire, alerte spoiler, il se passe quand même des choses dans le film. Bon, la fin n'est pas la plus belle qui puisse arriver. Alors, elle est très belle quand même. Enfin, moi, elle est poétique. Je trouve qu'elle est poétique, mais elle a un. Mais c'est pas une fin heureuse. Elle a un goût amer. Oui. Elle a un goût amer. Elle est pas heureuse, effectivement. Mais elle est sublime par d'autres manières. Voilà, elle est sublime par d'autres manières, par d'autres thématiques. On va revenir, n'est-ce pas, Kim? Puis rien que par la musique, quoi. Ça, c'est le point que je voulais parler juste après. Danny Elfman. Voilà, merci. Merci. Je veux juste en parler juste après. Mais c'est vrai que Burton, lui, c'est une vraie leçon de tolérance qu'il nous montre dans ce film. Voilà, ne pas se fier aux apparences. Complètement. Voilà, quelqu'un qui a des ciseaux n'est pas forcément un tueur. Alors oui, c'est compliqué à le voir, à le percevoir dès le début, ce qui est montré. Considéré comme une bête de foire, comme on l'a dit au début, qui au final, je dirais même presque en réalité... La vanité a déjà commencé au début où en fait les gens du lotissement ou du quartier, je pense qu'ils faisaient plus du faux semblant en mode ouais on va essayer d'être sympa avec lui, etc. Et en fait ils ont trouvé un moyen à travers justement les buissons, etc. Mais je pense que s'il n'avait pas trouvé cet aspect là où il était bon en coiffure, etc. Je pense que les gens au bout de 2 minutes ils se disent ouais c'est une bête de foire, fait peur quand même. Voilà il faudrait qu'il rentre quoi. Et ils essaient de trouver la moindre petite bête, c'est surtout ça en fait, ils essaient de trouver la moindre petite bête. C'est vrai. Et notamment dans le salon de beauté, alors je sais plus son nom la dame. Oui, la rousse. Oui, la rousse. Oui, putain, c'est quoi je n'ai jamais son nom à chaque fois. Moi non plus, mais je me demande même si non, si, il doit être prononcé dans le film, mais moi non plus, je l'imprime pas. Alors que c'est celle qui est un peu. Elle a fait des avances plutôt rapides. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'en termes de caractérisation de personnage féminin, on n'est pas sur quelque chose de très très glorieux non plus. Mais en tout cas pour ce personnage-là, parce que bon, il y a Peg et Kim qui remontent un petit peu, voilà. Heureusement qu'ils relèvent un peu le niveau, tant mieux. Oui, mais c'est vrai que celui-là, pour le coup, c'est un peu le penchant un peu plus comique un peu du film peut-être. Comique mais sombre quand même. Moi tu sais que la scène que t'évoquais là dans le salon de coiffure, moi je suis pas sûre de l'avoir bien comprise étant petite, mais je sais qu'elle m'avait déjà traumatisée. Ah c'est clair que quand tu la vois petit, j'étais en PL, enfin j'étais mal à l'aise quoi. Et je savais pas vraiment pourquoi, mais j'étais 100% mal à l'aise quoi. Quand t'es pas, moi au moins c'était plus simple. C'était une agression sexuelle. Avant que je sache que c'en était une. Moi mes parents me mettaient la main sur les yeux. Alors parfois il y a pas grand chose mais. Oui mais quand t'es petit, quand tu regardes tu fais ok. Puis tout est suggéré en plus, tout est tout à fait suggéré. Moi la manière dont il s'en va en plus après, c'est celle-là qui me traumatise aussi. C'est là que je comprends qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Lui il est même choqué, tu vois, il part. Il comprend pas du tout ce qui se passe. Mais après c'est la scène d'après qui est extrêmement drôle pour le coup, où il arrive là dans le restaurant, il s'installe, il fait elle s'est mis dessus, elle commence à se déshabiller. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, t'as toute la famille. Oui, c'est ça. Mais en plus, pas toute, parce que je crois que le père, justement, passe très vite à autre chose. C'est bien, mon garçon. Et lui, il est en mode, putain, c'est bien. Oui, c'est sûr qu'il est en mode... Voilà, genre, très... il arrive à désamorcer une situation par l'humour. Il y a des scènes comme ça qui sont extrêmement drôles. Celle-ci, toutes les séquences, enfin, toute la séquence d'intro, l'enchaînement de scènes, justement, où on découvre tout l'univers et le lotissement. Et le fait qu'il essaie de s'habiller... Ouais, c'est ça. Incroyable. Et même le liao, quoi.
Le Liao, voilà, je voulais venir. Incroyable. Le Liao, et quand Kim... Ça n'existe plus, les matelas en haut, en plus. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir la ça, sensation que ça fait d'un Liao, ça peut être drôle. Mais après, c'est un peu inconvénient quand... Oui, justement... La preuve, quand tu as des mains ciseaux, c'est un peu embêtant. Voilà, c'est un peu embêtant, mais surtout la première scène où Kim arrive et que... Elle commence à se... Normalement, comme elle rentre chez elle. Voilà, tu vois, elle est dans sa chambre, elle se dit que c'est normal, et t'as le pauvre Edouard, là, qui est caché. Qui est en train de se recroqueviller, qui sait pas où se mettre, quoi. Il est comme ça, il est en mode, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe, c'est qui? Tu sais, on dirait presque que c'est elle qui est l'intrus. Exactement. Mais c'est ce que dit Peg en plus après. Elle dit, tu lui as fait peur. Elle dit, c'est moi qui lui ai fait peur. Enfin, vraiment. Mais tu l'as vu, oui, mais c'est ça. C'est vrai que c'est extrêmement drôle de voir en fait où en fait au début tu sens que Edouard c'est vraiment un membre de la famille. Tu te dis bah attends c'est qui Kim là tu fous quoi là en fait. On était bien avec la dynamique comment il était au début. Tu te dis bon c'est normal. Après voilà on comprend que par la suite ça ne va pas être la même chose. Pas dans la famille de Peg et de Kim. Ils sont à peu près la famille la plus tolérante, parce que quand même on a Kim, on a Peg, on a même le père que moi je trouve qu'il est ok, mais le fils aussi qui est assez hilarant aussi là-dessus, où il le présente un peu comme un phénomène de foire, mais qui en même temps essaie de l'aider, etc. Enfin le prend un peu comme un frère, tu vois. Oh non, vas-y. Par exemple, la scène où il parle de la moralité, par exemple, tu vois, où il fait... qui est intéressante cette scène. Ouais, qui est vraiment intéressante, où il fait... C'est un point clé du film aussi, ça. Entre le bien et le mal en fait et que lui tu sens que c'est la bonté pure, il faut je prends l'argent, je le donne à mes amis alors que bon le gamin il est en mode bah non ramène à la police, tu un peu en mode oh c'est moi le frère ici, moi je dis les bonnes choses comme ça je me fais bien voir non il le dit plus en mode non mais t'es bête, tout le monde sait quoi enfin, ouais mais je pense aussi il y a une certaine façon de le dire en mode oui mais voilà c'est comme ça, c'est débile, c'est comme ça tu vois. Moi, je le vois un peu comme ça. Tu sais, c'est un peu une relation entre frères qui est marrante, tu vois. Bon, je sais pas à quoi ressemble une relation frère. C'est pas moi qui vais te contredire, je sais pas non plus. C'est vrai que dit comme ça, en tant que fils unique, et de parler de relations entre frères et sœurs, c'est assez compliqué. Donc bon... je te rejoins. Bon, voilà, quoi. J'ai des brides avec mes cousins et cousines, parce que du coup, ils sont frères et sœurs, mais je vois pas à quoi ça ressemble. Oui, pareil. Qu'est-ce donc? Mal à visualiser. Pareil. Qu'est-ce donc au final la relation frère et sœur, mystère pour moi aussi. C'est quelque chose qui restera un mystère à jamais pour nous. Ce qui au final n'est pas plus mal, moi j'aime bien. Oui. J'aime bien ma différence. C'est le point de vue. Le film existe, quoi. Edouard aux mains d'argent existe pour nous faire sentir un peu mieux. Voilà. C'est vrai, et il nous fait prendre conscience que bon, on s'en fout la différence. Oui, ouais, exactement. Je suis pas de frère à sœur, je m'en fous. Je suis très bien comme je suis, il faut juste apprécier comme on est, de comment on est, etc. Et c'est la plus belle chose en fait de se dire que voilà, appréciez-vous comme vous êtes. Parce qu'il y a toujours une belle chose derrière et il y a toujours quelque chose de bon en vous. C'est la chose que je retiens le plus, et ce qui est montré dans ce film aussi, hein, c'est que malgré une différence, il ne faut jamais juger ça par son apparence brute, et qu'en réalité, c'est plus par sa mentalité, son action derrière, qu'on puisse comprendre mieux une personne. C'est plus à travers son fond intérieur à lui, ses pensées à lui, comment il le sent, etc. Et c'est quelque chose qui me marque dans ce film-là. Ouais, pareil. Mais moi, c'est vrai qu'en plus, c'est parce que là, on en parle à l'âge adulte, on a l'impression que c'est très niais, que c'est très enfantin. Mais moi, en ayant grandi avec ce film, ça m'a forgé justement là-dessus, je pense. Et c'était un message essentiel, et je suis très contente d'avoir compris ce message-là à travers ce film-là. Tu vois, oui, c'est clair. Parce que bien sûr, aujourd'hui, il a plus la même force, ce message, je pense, quand tu le connais déjà. Tu vois, ce message quand tu le connais, c'est toujours... C'est un peu, tu vois, un réconfort quand tu le regardes. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu as compris le message et qu'il te l'a imprimé, maintenant, on est adulte, donc c'est plus... C'est plus ça qui te marque finalement dans le film. Mais moi, d'avoir compris tout ça, tout ce que tu viens d'aborder grâce à ce film, moi j'en suis trop contente. C'est plus le fait de nous avoir aidés à nous développer nous-mêmes, en quelque sorte. C'est un film qui nous a forgés, voilà. Exactement. Dans le bon sens, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Ça revient aussi avec mon film préféré, qui est Spider-Man 2. Je répète encore, toujours, je répéterai, mais c'est le film qui m'a le plus forgé de tous les temps, et de mon enfance à mon adolescence et même en tant que jeune adulte, il me forge encore et encore, et je pense que je suis arrivé à bout enfin. C'est comment ça peut être essoré, mais il m'a fait découvrir tellement de choses,
m'a forgé tellement de bonnes valeurs et de bonnes choses qui font ce que je suis aujourd'hui. J'ai l'impression de ce que disent à peu près les gens, ça va, je suis pas une personne mauvaise. Mais bon, on ne sait jamais. Mais non, les gens pensent que je suis quand même une bonne personne en général. Et j'en suis fier. Et ce film m'a quand même forgé une grande partie. Je dis pas que c'est que ce film-là qui m'a forgé, il y a aussi mes parents, etc. Non, bien sûr, voilà. sûr. Mais c'est quand même une grosse partie qui m'a forgé. Il m'a aussi forgé le fait de comprendre comment il fait un film et, Oui, aussi, ouais. et d'en apprécier le média. Donc il a quand même amené pas mal de choses. Mais bon, je garde pour mon épisode spécial de toi à toi, où tu t'interviews toi. Ouais, soit je m'interviewe de moi, ou soit quelqu'un va prendre mon film préféré et ça va durer 5 heures. Voilà. Magnifique. Ah, mais là, on l'attend cet épisode. Celui-là, j'ai hâte de le faire, mais préparez-vous, ça va durer 5 heures, ça va être long, on va raconter de ma vie. Ce sera une mini-série de podcast en fait. Ça pourrait presque, parce que ça peut être très très drôle, mais j'ai tellement de choses en rapport avec ce truc, j'ai tellement d'anecdotes là-dessus aussi. C'est assez marrant. Parenthèse fermée. Pour revenir au fait que voilà, ce film-là t'a forgé grandement, qui m'a un peu forgé aussi, techniquement. Je l'ai vu aussi jeune comme toi. J'en suis fier aussi de l'avoir vu. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je l'avais vu en 6e et je remercie mon prof de musique. Parce que, et j'en fais un petit tremplin, et oui. D'où Danny Elfman. D'où Danny Elfman, parce que mon prof de musique nous a fait écouter ça principalement pour décortiquer et comprendre un petit peu pourquoi une musique de film sont incroyables. Je le remercie d'ailleurs, ce prof de musique, Monsieur Cléra, je sais qu'il l'écoutera pas, mais... On salue Monsieur Cléra. On salue Monsieur Cléra parce que vraiment, déjà, il m'a fait découvrir pas mal de films pendant ces 4 années-là du collège, dont notamment Édouard aux mains d'argent, mais il m'a fait découvrir Django, Gravity, Une histoire vraie, Mulholland Drive et Interstellar. Donc, c'est pas mal. Donc, quand même, une belle... Pour commencer une cinéphilie, c'est pas dégueulasse. Ouais, c'est pas dégueulasse. Sympa, déjà. Et c'est pas dégueulasse. Déjà, il m'a forgé un peu là-dessus. Mais surtout, parlons du plus grand compositeur de tous les temps. Parce que oui, Hans Zimmer, il est bien gentil, il est sympa. John Williams, c'est incroyable. Moi, je ne dirais pas de mal d'Hans Zimmer, quand même. Mais moi non plus. Ouais, vraiment. Moi non plus. Je l'aime beaucoup. Moi non plus. Moi, Interstellar, c'est l'une de mes BO préférées. Ouais. On va pas dire du mal aussi de Howard Shore. Même moi, j'aime beaucoup Alexandre Desplat, n'en déplaise. Alexandre Delpa, qui j'oublie d'autres, Justin Hurwitz. Oui, c'est vrai. Plus récemment. Parce qu'il y a parmi les nouveaux Ludwig Göransson, disciple de Zimmer, très fort. Hein. Ah, très fort. Lui, il va reprendre la relève, je pense. Ah ouais, moi, Oppenheimer, bluffant. Hein. Ah, ça dépote. Bluffant. Ça dépote, en tout cas. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire derrière, mais ça peut être très intéressant. Ah ouais. Mais je dois parler du vrai bon compositeur. Danny Elfman. Qui d'ailleurs a fait aussi la trilogie Spider-Man, ça en revient encore. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai, il y a beaucoup de choses similaires. Il y a beaucoup de choses similaires, mais qui a surtout fait la meilleure composition. Pour moi, c'est sa meilleure composition de tous les films de Burton qu'il a fait. C'est Édouard aux mains d'argent. Ouais. Et c'est d'ailleurs celui dont il est le plus fier. Et bien, il peut, hein. C'est d'ailleurs celle dont il a pu faire et c'est la plus belle. Il me semble, j'ai vu ça la dernière fois, justement, qui s'est inspiré du Casse-Noisette de Tchaïkovski. C'était une de mes questions. Ah mais c'est parfait. mais tu vois, je savais que tu allais parler, mais oui, en effet, il s'est inspiré du Casse-Noisette de Tchaïkovski, dont il était extrêmement fier et c'est magnifique. Ouais, déjà que j'aime beaucoup ce que fait Tchaïkovski, Casse-Noisette, complètement. Voilà. Black Swan aussi, enfin le Lac des Cygnes. Le Lac des Cygnes. Je dis Black Swan. Black Swan, c'est un film. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, comme j'ai découvert le Lac des Cygnes grâce à Black Swan, je fais un lien un peu trop rapide. J'écourte un peu le lien dans mon cerveau, j'avoue. Oui, mais voilà, mais c'est... Écoutez-moi cette BO de Édouard aux mains d'argent parce que elle est vraiment magnifique. C'est tout ce que Danny Elfman fait en mieux. Vraiment, cette partie poétique, très mystérieuse, très réconfortante aussi. C'est ça qui est beau aussi. Hein. C'est vraiment très chaleureux. C'est très chaleureux, même dans un univers qui peut être un peu sombre, un peu froid. Puis pour le coup, je trouve que c'est ce qui évoque le plus Noël dans le film. Parce que pour le coup, tu dis que c'est un film de Noël. Je suis d'accord, hein, c'est indéniablement un film de Noël, mais pourtant, moi, j'en ai pas cette image, tu sais, dans mon souvenir, parce que pour moi, il est tellement coloré et tellement, il y a tellement de lumière. Et il y a cette espèce de soleil justement sur le lotissement.
pour moi, c'est pas la période de Noël, quoi. Enfin, c'est pas, Il te c'est fait pas mon penser à quoi? Noël, Il te fait quoi. penser à quoi ce film du coup Pas à Noël. C'est bête, hein, mais pourtant, tout démarre comme ça par finalement, on va t'expliquer Voilà, t'as la petite pourquoi il y a de fille la neige, quoi. T'as Voilà, la petite c'est fille ça. dans l'énorme Mais lit oui, avec la Mais grand-mère. ça, mais ça, en plus, c'est génial parce que c'est les plans du début, les plans de fin, mais tu le perds tout le reste du film, hein, Ah en oui, oui. vrai. Enfin, ça n'existe pas dans le reste du film, finalement. Mais justement, C'est ça très, rajoute cet effet de surprise à la fin avec la neige Oui, c'est derrière, vrai. voilà. Donc je C'est trouve que vrai, c'est c'est plutôt vrai. bien justement parce que moi j'aime pas trop cet aspect-là où il coupe un tout petit peu au milieu, sauf Big Fish. Ça marche très bien dans Big Fish. Mais là, je trouve que le fait de raconter une histoire comme Ouais. ça, où c'est juste le début et le fin, ça me Ouais. suffit amplement. Et justement, ça apporte un élément de surprise avec la neige Oui, qui tout à est fait. derrière. Le lien avec la neige. Voilà, on pense que c'est tout à fait normal, tu vois, alors qu'en réalité, il y a un aspect beaucoup plus poétique et C'est ça. mélancolique un petit peu derrière, qui Exactement. est vraiment intéressant. Et pour moi, non, moi, c'est au contraire. Moi, c'est un film de Noël que je regarde chaque année, quasiment. À Noël. À Noël, et oui, c'est pour ça qu'on fait cet épisode quasiment à Noël. C'est beau. Je l'ai C'est regardé, beau. un tout petit peu plus tôt cette année, du coup pour le podcast, mais toujours plaisir. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, je sais, aiment bien regarder, je sais pas, Love Actually par exemple, c'est un des films qui c'est vrai. revient assez souvent comme film de Noël. Bah moi, tu vois, film de Noël, ça va être The Holiday. Dans le même genre que Love Ah oui, The Actually, Holiday, tu vois. ok. The Holiday, il est niais à souhait, mais moi, il m'a tiré les larmes quand j'étais gamine, quoi. Mhm. Enfin, quand j'étais gamine, quand j'étais ado même, sûrement. Mais je sais pas, il est... Pour le coup, t'as la neige, t'as les bonnets, t'as tout le cliché T'as les de chants, Noël. ouais. Voilà, t'as les chants de Noël, t'as le chocolat chaud. Ouais, t'as tout pour être bien, t'as les quoi. couettes. Enfin, c'est un cocooning pas possible. En plus, c'est en Angleterre. L'Angleterre, franchement, c'est vraiment terre d'accueil de Noël. Je sais pas, genre vraiment en Angleterre, tu fais pas plus de Noël. Enfin, je veux dire, c'est Harry L'Angleterre Potter, aime bien faire ces il y a un films-là, tu charme, vois. quoi. Exactement, t'as le charme anglais autour de ça qui rajoute vachement à Noël. Là, on est en plein milieu d'un quartier américain où il n'y a pas C'est vrai qu'on n'a pas cette impression-là de Noël, Mm. mais je sais pas, moi c'est vraiment en termes de Noël, moi je peux le regarder, mais tout. Bah, moi je le regarde toutes les années, c'est quasiment un rituel chez moi. Ok. Maintenant, même si. Parce que je suis pas très film de Noël, hein, j'annonce, mais c'est vrai que Edouard en main d'argent est un peu ma seule exception. Bah, en termes c'est de- trop beau en vrai. Mm. Et le fait que voilà, la neige, etc., on a vraiment cet aspect-là où ça vient. En plus, c'est vrai quand tu dis que c'est assez artificiel le fait que ça soit Noël parce qu'il a jamais neigé. En C'est plus. ça, exactement. On le voit, le père, à un C'est ce qu'elle dit, moment. d'ailleurs. On voit le père à un moment qui est sur le toit et C'est qui ça, agrafe de la fausse neige. Exactement. La fausse neige. Tout à fait, ouais. Justement, ça rajoute un peu le fait un peu morne, un peu Mais ça de va plein avec. endroit. Mais c'est ce que tu disais, et ça revient avec ce truc des apparences, en Mhm. fait, qui est aussi une grande partie du message du film, tu vois. C'est prétendre que c'est Noël, alors que. En soi, ça n'a rien d'un Noël. Enfin, c'est la période de Noël, c'est techniquement morose, quoi. Noël, mais Ouais. il faut prétendre, c'est très fake, quoi. Ils sont tous en Ah oui, tout est, t-shirt, tout ils sont est, tous tout est faux en- là-dedans. hein. Enfin, en tout cas, c'est Mhm. pas l'imagerie de Noël habituelle qu'on en a, nous, aujourd'hui, quoi. Ah oui, Tu non, vois. non. On n'a pas. En fait, il n'y a aucun des codes quasiment Exactement. d'un film de Noël là-dedans. Exactement, c'est très détourné, quoi, finalement. C'est en fait un peu, Edouard, c'est un peu le Salvateur qui amène un peu de Noël, cette magie-là. Exactement, C'est ouais. un peu le Père Noël originel, un peu. C'est ça. Il amène toute cette magie-là en offrant cette neige, ce cadeau-là C'est ça. ultime, mais au détriment justement du fait d'être rejeté. Mhm. Malheureusement, ça c'est un peu la fin du Exactement. film. Je ne vais pas trop en détailler, mais sur les détails, etc. du Oui. pourquoi. Regardez le film. Ouais. C'est ça, Voilà. exactement. Pour D'ailleurs, comprendre. globalement, regardez le film. Globalement, regardez le film. Déjà, c'est très facile à regarder ce film. Il est vraiment, Oui, vraiment. il est vraiment très simple à Il a regarder. peut-être un peu vieilli, mais pas. En fait, je le trouve assez intemporel dans sa thématique. Peut-être que visuellement, certaines images ont un peu vieilli, Mhm. mais je trouve qu'honnêtement, ça. Je trouve que c'est l'un des films de Burton qui a le moins, qui a le mieux moins- vieilli. Non, qui a ouais, le mieux moins vieilli. mal vieilli. on Voilà, va dire, c'est hein. ça. Parce que quand on compare avec, par exemple, Beetlejuice. Lui, il a vieilli pour le coup. Moi, je l'ai découvert un peu tard, tu vois. Il m'a un peu attaqué. Ah, les le premier, rétines quand je le l'ai premier vu. Beetlejuice, Oui. le fait qu'il Il m'a sort un peu de. piqué les yeux, hein. Quand tu le vois là dans le monde Oui, avec les verres là. complètement. Tu... Ah, moi, vraiment, j'étais en mode oula, l'incrustation là, à l'époque, c'était pas ça. Ah, c'est hein. pas ça, quoi. C'était violent un peu. hein. C'est compliqué quoi. Ouais, c'était un petit peu. Ouais, Oui, ouais, je suis c'est- d'accord. c'était l'époque, c'était C'est ça. ces années 80 quoi. Mais bon, Exactement. on pouvait On peut pas pas faire. lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir, mais Non, non. c'est clair que c'est celui qui a le mieux vieilli, Ouais. je dirais, de cette période-là. Je suis assez Même d'accord. Batman,
c'est qui ont mal vrai, faudrait que je vieilli. les revoie, tu vois. Parce que Oh, je le les premier aimais Batman, beaucoup, il a le quand même Batman. mal vieilli. Hein. Ah ouais. Il y a des trucs qui. Oui, avec Nicholson, ouais, c'est vrai. Mm. Mais rien que le maquillage, d'ailleurs, je trouve qu'il est un peu maintenant. Ouais, On voit qu'il est pâteux un peu, quoi, tu vois. On voit ouais, qu'il est un peu il y a pâteux. certaines scènes, tu le vois que c'est un peu rugueux. Oui, quand même. Tu voilà, le sens qu'il y c'est a des, ça, il y a des, il y a ouais. des cloques qui Tu se font un sens peu. qu'il y a des petites croûtes de maquillage, t'as envie de les gratter, quoi. Tu te dis, bon, c'est pas lisse, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est pas trop lisse. Mais après, je crois que dans le 2, ça s'améliore. Oui, c'est un peu mieux. Puis les personnages, moi, je les trouve mieux, en plus, dans le 2, les antagonistes. Bah, en fait, je trouve que le 2, en fait, ils ont laissé carte blanche, tu vois, à Burton, parce qu'il était dégoûté du premier où il était assez enfermé dans sa créativité. C'est à cause du premier Batman qu'il a pas pu faire l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il était trop pris par Batman pour. Oui, enfin, il a délégué ça du coup à son. Oui. Oui, parce que c'est une idée reçue. C'est une idée reçue de se dire que il y a encore plein de. J'avais vu ça. Il y avait un DVD où il disait que Étrange Noël de Mr. Jack réalisé par Tim Burton. Non, c'est Henry Selick. C'est Henry Selick. Et lui, il a produit entièrement le film. C'est ça. Mais lui, il était sur le tournage de Batman à ce moment-là. Voilà, il était dans le tournage de Batman. Ce qui a d'ailleurs, après ce film-là, et après L'étrange Noël de Mr. Jack, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il s'est mis à l'écriture et à la création et au storyboard de Les Noces Funèbres, qui aura pris 10 ans, plus de 10 ans, pour arriver derrière. Et là, par contre, ça c'est Burton. Ça, c'est lui. Ça, c'est Burton. Et ça, c'est très bien aussi. Voilà, ça c'est bien. Mais de toute façon, la plupart des films de Burton, c'est très bien. Jusqu'à la décennie 2010. Ouais, c'est ça. Avec Alice. Enfin, déjà Charlie la chocolaterie. Pour moi, c'est à partir de là. Moi, je pardonne. Hein. Moi, je pardonne jusqu'à Alice. Et après, je dis bien pardonner. Hein. Ça veut dire que j'aime pas. Je pardonne. Moi, je dis que son dernier grand film, c'est Big Fish. Et après, voilà. Oh, t'es dur quand même. Non, pour moi, c'est un chef-d'œuvre déjà. Mais après, derrière, Charlie chocolaterie, c'est pas un film qui me passionne. Je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup, mais moi, ça ne me passionne pas. Alice au Pays Merveille, non. Ah ouais, t'es dur. Il y a des petites choses quand même. Non, et il y avait quoi après ? Il y avait Dark Shadows. Ouais, non, ça c'est une honte. Par contre. Non, Dark Shadows, j'aime pas. Ouais. Je sais pas ce que on pensera Anecdote Movies, mais bon. Je pense qu'elle doit crier. Mais non, tous les films sont bien de Burton, mais non, mais non, Dark Shadows, c'est pas vraiment ouf. Beetlejuice 2, là, le dernier. Ah, moi ça va, je vais pas passer un mauvais moment. C'est moyen, tu vois. Voilà. Il y a trop de sous-intrigues. Il y a trop de sous-intrigues. Il y a pas beaucoup de choses qui sont faites. Il y a trop de personnages qui sont inutilisés. C'est un film très nostalgique en fait. C'est un film genre ça fait plaisir de les revoir 20 ans après et c'est loin d'être catastrophique, mais effectivement ça casse pas des briques non plus. Quoi. Ça se laisse regarder quoi. Ouais. Ça se laisse regarder. Voilà, c'est ça. Moi j'ai pas passé un mauvais moment. Maintenant j'étais venue sans attente aussi quoi. Tu vois, oui. Moi j'attends plus un film où il refait de la stop motion quoi. Notre cher Burton. C'est quand qu'il l'a refait? Je sais pas. Mais déjà faut qu'il arrête avec Mercredi. C'est plus possible. Je sais que ça fait un carton mais. Ah bah ça marche bien avec Netflix mais bon. C'est ça. Mais pour moi c'est pas Burton quoi. Je veux dire, ça a rien de Burton. Déjà, ça il fait partie de la famille Addams. Mais... Et j'adore la famille Addams par contre aussi, tu vois. Pour moi, en plus, ça matchait super bien. La famille Addams et Burton, c'est fait pour s'entendre. Pourquoi ça fait ça? C'est une anomalie, hein, presque. Oui, une anomalie ça presque. Pas du tout. Non, c'est une catastrophe. Oui, c'est assez triste. Je sauve que la musique de Danny Elfman pour Mercredi, qui est très cool. Ouais, c'est ça, exactement. Il est venu sauver un peu, mais merci il a pas Danny, tout sauver. merci Danny de toujours exister, bien sûr. D'ailleurs, en plus, on avait parlé un peu en off avant. Vous savez peut-être pas, mais Danny Elfman n'est pas que un compositeur de musique. Oui. Il fait aussi ses propres albums et ses propres singles. Vous pouvez les écouter sur Spotify, là où bien sûr le podcast est disponible aussi. Bien sûr, voilà. Vous écoutez Danny Elfman et vous écoutez Ciné Touga. Voilà, c'est un style assez particulier, mais moi que j'aime bien. Oui, c'est très expérimental. Très expérimental. On adore. Moi j'adore ça. Moi j'adore l'expérimental et il fait des bonnes musiques, même si c'est pas du tout très connu. C'est très différent de ce qu'il fait pour le cinéma, mais c'est très très bien aussi. C'est très poétique et flottant un petit peu dans sa manière de faire. Comme on a dit, c'est un peu du Tchaïkovski avec les Casse-Noisette, etc. Il se base énormément là-dessus. Là, dans son truc perso, voilà, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est complètement l'inverse. Mais c'est plutôt bien. Si vous aimez l'expérimental, je vous conseille. Voilà, donc c'est cool. Mais voilà, je dirais jamais assez de bonheur
sur Danny Elfman d'ailleurs. Au moment où on tourne ce podcast, j'ai hâte de voir le bilan annuel de Spotify pour voir à quelle position se situera Danny Elfman parce qu'il est toujours dans mon top 3. Chaque année, il est toujours dans mon top 3 Spotify. Ce qui est assez hallucinant, aucun autre compositeur est dans mon top 5. Il n'y a que Danny Elfman qui est toujours là et il s'inclut. Il est généralement toujours soit troisième ou deuxième. Il n'a jamais été premier. Ça fait quoi ? C'est 4 ans que je suis sur Spotify. Il a toujours été dans mes classements, troisième, deuxième, etc. Je ne sais pas quelle place il sera cette année. Si vous voulez des infos, vous serez les stories. Voilà, je ferai je pense un truc archive Spotify 2024. Je pense. Je pense que ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je devrais retenir ça parce que j'aime bien. Parce que bon, voilà, la musique, comme on avait parlé avec Suspi la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. Il y a 2 semaines dans le podcast, c'est une passion aussi à part entière, donc ouais, ça risque d'être intéressant et de voir un peu cette année ce que j'ai écouté, ça peut être assez intéressant. Normalement, le premier, spoiler alert, ce sera Pink Floyd, ça change pas. mais bon, voilà, petit aparté bien sûr, mais voilà, mais on est d'accord là-dessus, Danny Elfman, c'est le king. C'est le top. Dernière petite question avant qu'on passe peut-être au jeu, même si t'as un peu flingué une de mes questions. Mais c'est pas grave, c'était la moins pire. T'as théoriquement niqué 1,5 de questions. Ouais. Mais bon, en réalité ça va, je te pardonne. Merci, c'est gentil. Quelle est donc ta scène préférée ? Pareil, c'est dur de choisir, mais je pense sincèrement que c'est le... Mais du coup, je pense que ça spoil un peu. Ah bah alors, on peut mettre une petite alerte spoiler. Non, en fait, je suis bête parce que c'est dans le résumé. Donc en fait, non, bah oui. Mais en fait, c'est le flashback. Ah oui, c'est le flashback, oui. C'est vrai que tu voulais qu'on parle du flashback. Exactement, c'est le flashback de la mort de l'inventeur, en fait. Ah oui, parce que avec les prothèses de main... Exactement, il lui tend ses nouvelles mains et il fait un arrêt cardiaque à ce moment-là. Ouais, du coup, spoiler, t'as bien fait pour la spoiler. Alerte spoiler. Mais du coup, il tient les mains d'Edouard, enfin les prothèses qu'il va pour lui mettre, pour changer les ciseaux. Et il fait un arrêt cardiaque à ce moment-là, et vraiment, il lui meurt dessus, quoi, limite. Et les couteaux d'Edouard viennent couper les prothèses. En fait, non, il bouge pas, il est stoïque. Dans cette scène, oui, il est stoïque. Il est stoïque, mais le fait que l'inventeur s'effondre dessus et avec les mains, du coup, ça vient se planter sur les couteaux d'Edouard. Il se plante sur les couteaux, ce qui est aussi un rêve brisé en quelque sorte de normalité. Exactement. Avec ces couteaux qui brisent cette prothèse. Il a à la fois son père, on peut l'appeler son père, c'est un peu son qui meurt, et son passe vers la normalité qui s'effondre aussi, quoi. Le gage de sa finitude, de sa plénitude enfin, tout s'effondre à ce moment-là, quoi. Moi, ça rejoint aussi un petit peu une de mes scènes préférées. Alors, j'en ai 2, parce qu'elles sont équivalentes pour moi. C'est le tout premier flashback, pour moi, avec l'inventeur. Il est avec son... En fait, il y en a 2. Le biscuit en forme de cœur. Ouais, le biscuit en forme de cœur, il voit le robot. Ouais. Et il place déjà, moi, je la trouve incroyable. Il se dit, mais attends, mais pourquoi pas lui donner une âme, tu sais. En fait, il voit ses travaux, il se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'aimerais apporter de plus dans ce monde, en fait, et de créer carrément un humain à base de robots. Et de qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait, quoi, finalement. Voilà, c'est créer un être humain, quoi. Bon, là, on rejoint un peu Frankenstein et le mythe de Dr. Frankenstein. Ouais, exactement. Et aussi le fait que, voilà, il lui apprenne un petit peu avec ses livres, voilà, il lui pose des questions, il lui raconte des contes, etc. Et que lui, il peut pas encore parler, mais tu sais, il essaie de dire, voilà, bien, c'est bien, faut sourire, faut rire et tout, tu vois. Il essaie de lui inculquer les bonnes choses, etc. Donc ça, c'est ma toute première scène préférée, mais il y a aussi une autre que moi j'adore, c'est en plein milieu du film. C'est la scène où il est à la télé. Tu sais, on le découvre à la télé, il y a l'interview, etc. C'est ça, ouais. Parce que c'est symptomatique du fait que Edouard, il est en mode si vous avez des mains, qu'est-ce que vous ferez ? Vous serez normal, vous savez, vous ne serez plus une bizarrerie. Et lui, il fait, mais moi, j'aimerais ça, tu vois. Ouais. C'est le truc qu'il veut à tout prix. C'est le truc Oui, on lui dit, je connais un médecin qui peut vous aider. Il dit, je le verrai bien demain, quoi. Enfin, oui, voilà. C'est le truc qui catalyse le plus, en fait, ce lien qu'on a peut-être avec Edouard sur le fait de se dire, voilà, moi, j'aimerais bien être comme les autres. Tu vois, ça, c'est ce qui m'a rebuté. Il y a aussi l'humour derrière avec le fil qui se coupe, etc. Quand il s'électrocute, ça, c'est un moment choc. Mais aussi
Moi, c'est la réaction de Peg que j'aime beaucoup, qui dit mais en fait, qu'il ait des mains ou pas, il sera toujours spécial. Oui, aussi, Et ça, ouais, c'est pépite. Tu vois, il y a des Peg, petites bien sûr, hein. phrases toutes simples comme ça. Enfin, Burton, il est fort dans la simplicité Mm. aussi. Il y a des petites phrases, il y a des petits mots comme ça qui... ça touche en plein cœur. Ah, quoi, c'est tu très vois, poétique, c'est Exactement. magnifique Et à puis ce moment. c'est très doux, quoi. C'est Mm. très doux, c'est très... Non, c'est super joli, vraiment. Et il y a Il y des a, petites il y a répliques aussi, comme ça qui sont voilà, très belles, quoi. il y a aussi cet amour qu'il essaie de voir à travers Kim aussi. Oui, c'est On a vrai. pas À ce trop moment-là, parlé. il y a un chant contre chant Chant en qui est- plus dans cette Mm. scène entre Kim qui regarde la télé, qui regarde Edouard, et Edouard qui regarde un peu dans le vague quand on lui demande mais vous avez une petite amie? Et il y a Il cette fait- espèce de chant contre chant où bon, C'est un voilà. peu nébuleux, tu Ouais, vois, c'est et, ça. Donc c'est- c'est c'est- comme ça qu'il fait passer l'idée que il y a quelque chose entre eux qui est en train de se créer. C'est joli comme tout. C'est vrai qu'on n'a ouais. pas trop parlé de cette relation entre les Mm. deux, mais elle est quand même mignonne. Enfin, Elle est mignonne, après elle est un peu simpliste. Oui, Pour- elle est très à l'heure simpliste. actuelle, on va pas se le cacher, là quand je l'ai revue, je tombe. Bon, c'est vrai que ça, c'est peut-être le moment le plus expéditif. Ouais, voilà, c'est pas le moment c'est- le plus écrit du film, on va dire, mais c'est ça qui mignon est, comme tout. c'est ça qui est assez bizarre parce qu'on a des magnifiques scènes qui sont en rapport avec les deux, Ouais. notamment la neige, etc., Ouais. qui arrive, etc. Ice Dance aussi. L'ice dance, etc. Mais c'est pas vraiment la chose la plus incroyable du film. Hein. Oui, beaucoup, non, de gens complètement. beaucoup de gens se basent énormément sur cette relation-là entre les deux, mais en réalité, Elle est pas si incroyable que ça, cette histoire. j'ai connu des relations qui sont bien mieux Ouais, faites. Je suis d'accord, je suis Quand complètement d'accord. C'est un peu un prétexte aussi, il faut l'avouer. Hein. Ah, Mais ça sert quand même vachement la poésie du film, on va pas se cacher. oui, que, elle a beau ça pas amène être, ça voilà. amène la poésie, mais bon, on sent que la relation. La fin, elle a pas le même impact non plus si t'enlèves Kim. cette voilà Ça enlève cette Kim et- histoire qui est effectivement pas très écrite, mais Elle est pas bien développée, mais c'est quand même ça. la fin fait que il y a un truc, tu vois. exactement. Je suis d'accord. Voilà. Il y a même dans les Burton, il y a Mm. des meilleures relations Big Fish. Alors voilà, je redis toujours. Allez hop, ça c'est. Je dirai toujours du bien de Big Fish parce que c'est mon préféré. Voilà, je le dirai toujours. Il fait toujours partie de mon top 10 de mes meilleurs films. Voilà. Bref, j'adore ce Il faudrait film. que je le revoie, je pense, pour qu'il remonte un peu dans mon classement, parce qu'il fait pas partie de. Il fait pas partie de tes préférés. Moi, Bah, en fait, il est trop solaire pour moi. Voilà, c'est ce Il que est je voulais trop venir parce solaire. que c'est le Mais tu film le sais- moins burtonien parce qu'il Ouais. est trop solaire, c'est un film printanier. Et tu sais vois. pourquoi Enfin, la théorie qu'il y a derrière ça, moi j'avais entendu qu'il l'a fait après la naissance de sa fille. Et du coup, en fait, il y avait quelque chose de beaucoup moins sombre en lui. Il fallait montrer des trucs plus solaires. Ah, il y a eu Charlie à chocolaterie derrière. Oui, c'est ça. Et en fait, dès la naissance de sa fille, il y a quelque chose de beaucoup plus coloré. Enfin, encore, il y a moins cette dualité sombre et couleur. Il y a La que couleur les- prend plus de place d'un coup, tu vois. C'est vrai qu'il y a moins de films comme ça. Il y avait Les Noces funèbres qui sont arrivés la même Mm. année que Charlie à la chocolaterie. Mm. Et il y avait eu Dark Shadows, quoi. Et Mm. après, derrière, on a eu Alice au Pays des Merveilles. Beetlejuice 2 qui est même moins sombre que le premier. Hein. Ah oui, oui, complètement. Complètement moins sombre. Ouais. C'est vrai que c'est une théorie qui est assez intéressante à ce Mm. niveau-là. Oui. J'ai jamais fait attention. Faudrait demander à Anecdote Movies. Oui, Si c'est elle, vrai. si- Si tu nous écoutes, Anecdote Voilà. Movies. Si tu nous écoutes, dis-nous. confirme-nous si cette théorie Ouais. est bonne. Voilà. C'est Je- vrai. je- Toi qui l'as rencontré. Elle l'a rencontré, non Non, on s'est Ah, pas j'ai une rencontrés. bêtise. On a fait ça à distance. Non, mais elle, il me semble qu'elle Ah. a rencontré Burton. Et oui, en effet, oui. Par contre, elle a fait la masterclass, elle nous avait Voilà, c'est expliqué, ça. elle nous avait Ouais, raconté ça, mais on ne sait pas si elle m'avait raconté cette anecdote dans le podcast, qui est incroyable. Mm. Bravo à elle, je jalouse un peu. Mais il faudra lui demander. Il a parlé de ça, de cette théorie-là. Voilà, faudra savoir. C'est Voilà. vrai. Si tu nous écoutes, voilà. La question est ouverte. C'est ça. On faut une réponse. On la prendra. La réponse, on attendra longtemps, mais voilà, c'est C'est pas un ça. problème. Je pense qu'on a à peu près tout dit du film. Mm. Je sais pas si tu as d'autres choses que tu veux rajouter. De toute façon, on pourrait en parler Des heures, 20 ans de ce film. Enfin, moi, j'adore même la mise en scène, toutes les rêves qu'il y a aussi dedans, mais conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Hein. Je sais pas du tout s'il se rend compte qu'il y a beaucoup de Kubrick aussi dans le film, malgré tout. Je crois que c'est Dans un de les- ses réals quand même qui l'a. C'est ça, inspiré. c'est une de ses influences Mhm. majeures. Après, est-ce que c'est conscient au moment où il filme? Je sais pas, tu vois. Enfin, Mhm. comme d'ailleurs pas mal de réals, tu vois. Mais il y aurait un milliard de choses à dire. Mais je pense qu'on a déjà fait un bon tour, effectivement, comme tu disais. Oui, voilà. hein, mais en tout cas, le mot Ouais. d'ordre, c'est d'aller voir le film. Ouais, le film ça- est sublime. C'est d'une poésie folle. Enfin, vraiment, Mhm. il faut le voir, quoi. Faut le voir. Un de mes films préférés de Burton, il est dans mon top 3. Il y a Big Fish, je répète Mhm. encore.
Et après, derrière, ça joue avec... les Noces funèbres sont arrivées, parce que j'ai regardé les Noces funèbres grâce à Any Other Movies, et c'est vrai que je pense que je le mettrais là avec Edouard, qui est là, qui est dans son coin. Donc oui, moi ça me plaît. Ouais, donc, moi je le mettrais bien en dessous d'Edouard, ouais. Il est très bien aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, incroyable en tout cas, c'est un plaisir, mais maintenant, c'est l'heure des jeux. T'as ruiné quelques questions. Cool, parce que je pense que je vais foirer le reste. Déjà, on a parlé d'influence. Edouard aux mains d'argent, tu m'as parlé de Frankenstein, donc déjà, c'est déjà une réponse de gagner, bravo, félicitations. Merci. Mais il y a une autre influence aussi de conte qui Ok. s'est basée là-dessus. Laquelle est-ce, à ton avis? J'hésite avec Casse-Noisette, du coup, un petit peu. Non, Mais- Casse-Noisette, ça c'est Danny Elfman. Oui, c'est dans les influences de Danny Elfman pour Tchaïkovski, mais il y a un peu un truc quand même aussi de... Après, moi je peux pas m'empêcher... Enfin, quand on parle tout de suite des freaks, moi, je pense à Elephant Man, même si là on est quand même pas sur un... C'est pas Elephant Man, aussi énorme qu'Elephant Man, Non. mais peut-être Quasimodo, je sais pas. Non, c'est d'un autre genre, c'est Pinocchio. Ah ouais, je savais pas du tout là. Voilà, c'est plusieurs influences, dont notamment Frankenstein et Pinocchio. Ok. Pourquoi d'ailleurs? Bien sûr, pour retranscrire Avec la Geppetto. réalité telle qu'il aperçoit un être rejeté par la société moderne et qui ne Mhm. rentre pas dans les critères imposés. Et voilà, et Burton voulait bien sûr, par ce film, donner une leçon de tolérance et de respect des différences, comme on a parlé depuis le début de cet épisode. Je savais pas du tout pour Pinocchio, je t'avoue. Pour moi, c'était vraiment Guillermo del Toro, Pinocchio. Mais... Après, Pinocchio, c'est quand même un conte. Hmm. Donc je pense que Guillermo del Toro, bien sûr, c'est basé là-dessus, mais Danny Elfman aussi, c'est basé là-dessus, parce que voilà, quand même, Pinocchio, c'est quand même une marionnette humaine, qui ment, dès qu'il ment, son nez s'allonge, donc c'est quand même une certaine différence dans ce niveau-là, donc ça peut se comprendre, et Frankenstein, comme on a dit. Oui, Bon, c'est ça, assez c'est évident. un peu évident. C'est assez évident. La deuxième question, on a posé, c'était Danny Elfman, et avec Casse-Noisette, Tchaïkovski, voilà. Ok. Écoutez, Yes, je suis écoutez du Danny Elfman, écoutez du Tchaïkovski pour voir un peu les similarités, c'est très intéressant. Je sais plus, je crois qu'il y avait une vidéo qui en parlait, j'ai plus le titre, qui montre les similarités entre Tchaïkovski Qui fait les parallèles entre Tchaïkovski et la musique dans Edouard aux mains d'argent. Ok. J'essaierai de vous la retrouver, d'essayer de mettre un lien, etc. Si j'arrive à le retrouver. Parce que c'était une vidéo qui était très intéressante, mais c'est une vidéo en anglais. Voilà, mais c'est pas grave. On est bilingue ici, de toute façon. Yes, of course. Il n'y a pas de problème. Par contre, la dernière question, t'as répondu, il y a Michael Jackson dedans. Bon, on va parler de notre cher ami Edouard aux mains d'argent, qui aurait pu avoir mille et une visages. Oui. Parce que il a tellement eu de prétendants à ce rôle. Bien sûr, Johnny Depp a gagné le rôle pour notre bonheur, mais on va essayer de s'imaginer des mondes alternatifs. Et oui, déjà, alors il y a pas mal de noms là-dedans. Et déjà, est-ce que tu en as certains en tête, à part Michael Jackson? Je crois que j'en ai un qui me revient là, mais je suis pas sûre. Il n'y a pas un Tom Cruise qui traîne à un moment donné? Oui, tout à fait. Alors Tom Cruise, alors en plus, c'est lui justement qui était le plus proche. Oui, c'est ça. Qui était le plus proche d'Alice, parce que il a donné beaucoup de fil à retordre, notamment parce que il n'a cependant pas convaincu notre cher ami Tim Burton. Pourquoi? Alors la raison, elle est incroyable, c'est que la rencontre entre Burton et Tom Cruise ne s'est absolument pas bien passée. Parce que notre cher ami Tom Cruise aurait posé des questions, il jugeait que les questions posées par le réalisateur le jugeaient non pertinentes. Genre toutes les questions que Burton lui posait... Arrête avec ton charabia, là, c'est bon, t'as pas besoin de savoir tout ça. Tu vois, il sortait en plus de Top Gun il y a pas de quelques années, il se dit, c'est bon, je suis méga star, tu peux quand même faire rentrer dessus. Et de plus, notre cher ami Tom Cruise, il a pas voulu que ça, il a regardé le script, il a dit, non mais la fin, par contre, on va la changer tout de suite. Il voulait une fin beaucoup plus joyeuse. Sacrilège. Heureusement qu'il n'a pas été pris, du coup. Parce qu'il disait que justement, c'était beaucoup trop mélancolique. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Burton? T'es malade de faire ça? Tom, t'as pas eu le faire, t'as pas eu le flair là, vraiment. Ça. Il a pas eu le faire. Oui, c'est vrai que un meurtre, c'est pas ouf. Quelqu'un est mort. Je ne dirais pas qui. Mais un mec est mort. Pareil, on a fait du spoil. Allez. Spoiler. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais tant pis, c'est trop tard. C'est pas grave, c'est trop tard. Mais
Quand même, Tom, fallait être un peu plus... Avoir un peu plus de jeu. Surtout que lui, d'habitude, il est quand même dans sa carrière, il a eu le nez sur certains rôles. Enfin, quand tu vois sa carrière, Eyes Wide Shut... Magnolia, ouais. pour moi, c'est celui que je m'attendais pas, Moi, tu vois, Magnolia. Je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est incroyable, ouais. Faudrait que je le rattrape. C'est à ce moment-là où je me dis que quand même Tom Cruise était quand même un bon acteur. Quand même. Moi, c'est dans Rain Man où je me dis, ah, là, tu me touches, mec. Ah non, Rain Man, ouais, tu vois, Rain Man, tu vois, c'est le film où je me dis, mais c'est un fils de pute dans le film. Bah oui, non, mais alors par mais contre, c'est un vrai connard, quoi. Bah, c'est un petit con. En fait, c'est pas un connard, c'est vraiment l'archétype. C'est vraiment le trou du con, quoi. C'est le trou du quoi. Mais ouais, c'est le petit con, mais le même, petit jeune, quoi. Ouais, mais même dans le film, tu vois, ça me touche pas, tu vois, avec sa fille, avec sa relation avec Dustin Hoffman. J'ai pas trop accroché. T'as pas de cœur. J'ai pas de cœur. J'ai pas de cœur. Enfin, sans cœur. Je découvre. J'ai pas de cœur. Non, je trouve que ça marchait pas trop, malheureusement. Ah mince, c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Mais voilà, Tom Cruise, c'était celui qui était le plus proche. Il était vraiment à la limite. On a parlé, bien sûr, de Michael Jackson, mais il y a eu d'autres. Et cette fois-ci, c'est des vrais acteurs. Alors, parce que Tom Cruise est un faux acteur, donc. Ah non, c'est vrai, pardon. Non, mais tu l'as dit, c'est bon. Pardon, voilà. Est-ce que Tom Cruise est réellement un acteur? Non. On peut poser la question, ça peut faire un peu. C'est plus un cascadeur, non? C'est ça, oui, voilà. Au JO, en tout cas, oui. C'était un beau cascadeur, hein, même dans ses films, voilà. Oui, c'est vrai. Beau cascadeur. J'ai hâte de voir sa prochaine cascade dans tout le dernier Mission Impossible. Ouais, alors. Il sort quand d'ailleurs, la partie 2? 2025, je crois. Donc voilà, ça arrive. Ça arrive très vite. Ça arrive trop vite. C'est vrai que ça passe vite. La meuf qu'on a marre. J'en ai marre d'avoir les films qui arrivent là trop rapidement. Je veux que ça soit tranquille. Non, je parlais plus en termes d'artistes comme Michael Jackson. Voilà, il n'y a pas d'autres. Maintenant, on n'a que des acteurs. À ton avis, quels autres acteurs auraient pu être dans ce film? Je sais pas. Là, je spécule complètement parce que vraiment, je sais pas du tout. Mais attends, parce qu'en plus, il faut que je me resitue dans les années... On est dans les années 90. À 90, oui. Ouais, on est en 90. C'est quoi les têtes d'affiche? Quoi, les... Ah oui, attention, ouais. Tête d'affiche, attention. Parce qu'on peut avoir un... Non, il est un peu jeune, DiCaprio, pour être... Non, DiCaprio n'est pas dedans. Ah, DiCaprio, non, c'est début 90, donc non, il n'est pas dedans. Ouais, non, il est pas encore... Il vient juste après, je crois, donc... Ouais. Oh, je sais pas du tout. Un mec un peu dark. Attends, il y avait qui comme type un peu dark? Ah, c'est vrai qu'il y en a un dark. J'aurais bien vu en plus dans ce rôle en vrai. Lui, j'aurais pas. Ça m'aurait pas dérangé, tu vois, de le voir. Années 90. Ça m'aurait pas dérangé de le voir. Très connu? Ah oui. Ah oui. Ah, les trois là, ils sont quand même très connus. Hein. Attends, sont quand même très connus. Je sais. Mon cerveau, il est à l'arrêt là. Oh, je sais pas. Vas-y, dis-moi. On a déjà le premier, enfin, celui qui a le plus connu à l'heure actuelle, c'est Robert Downey Jr. Oh, incroyable. Qui, en vrai, oui. Moi, je l'aurais tellement vu dedans aussi. Mais oui. C'est bon. En vrai, entre Johnny Depp et Robert Downey Jr., surtout jeune, les deux, ça marche. Hein. Je suis quand même contente que ce soit. Ah oui, Johnny Depp. Parce qu'après, derrière, tu vois, a posteriori, avec tous les autres films qu'il a fait, etc., l'alchimie qu'il y a eu avec Burton, je pense pas qu'on l'aurait retrouvé avec Downey Jr., parce que déjà, il a eu après ses affaires, etc., la prison, etc., donc c'était plus compliqué. Je pense que Johnny, c'était quand même le meilleur choix au final. Et alors, par contre, les deux autres n'ont pas vraiment cet éclat de gothique. Surtout, non, pas du tout. Attends, mec. Ah non. Ah, c'est compliqué là. Oh, je sais pas du tout. Ah, il y en a un où c'est même le contraire, où c'est même plus extrêmement comique. Ah ouais. Un des acteurs les plus reconnus en tant que comique absolu. Dans les années 90, putain, ah oui, mais moi, oui. En fait, le souci, c'est que j'arrive pas à me représenter les années 90, parce que moi, je suis née en 97, donc j'ai du mal à situer dans les années 90. Moi, c'est encore pire, 2001, moi, j'arrive même pas à savoir ce que c'est que les années 90. Oui, moi. c'est vrai, techniquement. Mais j'ai du mal à me représenter les têtes d'affiche de cette époque. Attends, 90... Il y en a, il arrive directement, il a 2 succès tout de suite direct. Je crois même, ou c'est même avant, même, ces 2 gros succès. Hein. C'est même encore avant. Qui est même pas encore connu. Non, mais je crois que je vais pas trouver. Il y a Jim Carrey. Quoi? Ouais. Mais non. Jim Carrey aurait pu être aurait pu interpréter Edward aux mains d'argent. Ça m'a eu. J'aurais jamais j'ai regardé ça, j'ai fait. En vrai, Edward aux mains. Enfin, c'est tellement l'antithèse de Jim Carrey puisque notre cher ami Edward est inexpressif. Comment tu peux retenir Jim Carrey qui est connu pour être
ultra expressif. Ouais, Le mec complètement. qui a les 1000, qui peut faire 1000 visages quand il veut. Je crois que c'est. Je sais plus si c'est sorti. Je crois que c'était avant ses succès de Dumb and Dumber et The Mask. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Donc je crois que c'était même avant, tu vois, qu'il soit connu. Jim Carrey, mais il était déjà pressenti, tu vois, pour être dedans. Et le dernier, alors là, moi j'ai vu ça, j'ai fait ok, c'est Tom Hanks. Quoi J'ai la même réaction. Mais quoi La même réaction. Mais pardon. Tom Hanks. Alors lui, il a refusé, hein, lui, carrément le rôle, Bah, mais à la base, Burton, il se dit, bah, pourquoi pas, au final. Enfin, il Mais était... il avait fumé quoi un bon pétard. Ouais, Je pense un bon pétard. Il allait pas bien à ce moment-là. Mais il n'y avait pas encore Forrest Gump, je pense, c'est pour ça aussi. Oui, peut-être alors. C'est peut-être pour ça, mais Possible. c'est vrai que dit comme ça, après, bon, lui, il pourrait plus jouer, tu vois, le mec inexpressif. C'est comparé à un Jim Carrey qui, pour moi, je ne vois absolument pas là-dedans. Oui, ça c'est vrai. Ça, par contre, Jim Carrey et Edouard aux mains d'argent, c'est peut-être les trucs les plus opposés au monde. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, non, je pense que même avec beaucoup de maquillage, c'est compliqué. Hein. Ah non. Non, Parce que t'imagines Jim Carrey en Edouard aux mains d'argent, il fait plein de grimaces comme ça, là. Ouais. T'imagines la première scène, il arrive, il fait je suis. Oui, c'est ça. Et en Je fait, suis tu pas le fini. perds, Tu quoi. Ouais. sais, il joue Et un peu en mode The Mask. Je suis pas ça. fini. Ouais, Tu sais, exact. ça aurait pu faire un énorme film comique, mais ça n'aurait pas la Oui, ça même change grandeur. le ton du film. Ouais. Ah oui. Ça change Ça n'aurait complètement pas la même impact Ouais. que Exact. si c'était d'autres acteurs. Merci que ça soit Johnny Depp. Exact. Mais je crois que DiCaprio était pressenti aussi. Je crois que je l'ai pas C'est noté, vrai mais je crois qu'il était aussi Mais ça pressenti. m'aurait pas- Jeune DiCaprio. Mais peut-être qu'il est un peu jeune, c'est vrai. Parce que quand tu te refais quand tu resitues en 97 pour Titanic, il est très jeune. Bah, il est très jeune. Il a une vingtaine d'années, même pas. Donc on est presque 7 ans avant. Je pense qu'il est trop jeune. Bah, trop jeune, ouais. Il est trop jeune pour faire le rôle. Bah, de toute façon, DiCaprio jeune, il Je pense qu'il est était même pas courtisé pour encore. pas mal de choses, Ouais, dont c'est notamment le film Spider-Man de James Cameron qui est jamais venu le jour aussi. Ah oui, c'est vrai. Bah, bon, par contre, là, il avait l'âge. Mais, Oui. mais je crois aussi que pour Edouard aux mains d'argent, mais c'est vrai que là, il aurait été jeune. Hein. Non, il aurait été trop jeune, je pense. Il aurait 12, 13, 14 ans à ce moment-là, peut-être. Non, je crois que non, quand même pas. Bah, quand tu Il vois- avait plus de 20 ans pour Titanic. Ah, Non, je crois qu'il a 19-20 ans à Titanic. hein. Donc tu lui enlèves Oh 7 non. ans, il a 14 ans. Oh quoi. non, c'est pas possible. Donc, C'est pas possible. Non, Ah. il aurait pas pu. Après, c'est plus logique quand tu vois le robot, là, tu sais, où le professeur, oui, il le oui. montre là, il a un peu la même taille, tu vois. C'est un peu Ouais, c'est vrai. un robot Oui, un c'est peu un petit, tu vois. C'est pas enfant, non plus un robot de taille adulte. Ouais, c'est vrai. Donc ça aurait Oui, pu ça marcher. pu. C'est vrai qu'en plus, l'âge d'Edouard est pas vraiment défini. Et dans le Bah, scénar, il est immortel techniquement quand on le voit. Oui, donc, bah oui, ouais, c'est vrai. après, C'est vrai. Mais après, ça aurait été peut-être bizarre qu'un gosse de 14 ans ait une romance avec Kim. après, Tu vois. hein, bah, Bon, on était moins regardants à l'époque, mais quand même. Techniquement, non, ils ont à peu près le même âge. Enfin, Kim, elle a quoi? Elle a 16 ans dans le film? Ah, c'est une ado. Ouais, c'est une ado. C'est une ado quand même. Mm. On commence gentiment à la sexualiser. Hein, C'est vrai. alors que. C'est compliqué. Ouais. C'est vrai que les âges, ils n'ont pas été donnés. Non. Ouais, on reste un peu flou quand même. Mm. Bon, après, le sujet de la sexualité, il est pas vraiment présent hein, dans le film, mais sur certains plans, elle l'est un peu quand même. Donc, je sais pas. Voilà. Je sais pas. Bah, très bien, bah, j'en apprends. Hein. Et oui, voilà, J'en on apprend apprends. toujours. Voilà, Mais j'apprends oui, des on choses. en apprend Ça, c'est des bien. choses dans ce podcast. Et oui, bien sûr, C'est c'est le but. génial. C'est le Mais but oui. premier, bien sûr, Eh c'est ben, d'apprendre des choses. Paris réussi. Paris réussi. J'ai appris je beaucoup suis de heureux. choses. Je suis heureux. Parfait. Bien sûr, dernière petite question Oui, avant de se j'ai quitter, peur. c'est as-tu des produits dérivés en rapport avec Edouard aux mains d'argent? Bah du coup, on l'a évoqué un peu pendant le podcast. Alors, techniquement, non. Mais si on élargit un petit peu, bah, j'ai fait des petites affiches. J'avais redessiné des dessins de Burton que bon là ils sont pas là dans mon appartement comme tu peux voir, mais d'habitude ils ont déjà été exposés dans l'appartement. Mhm. Et sinon j'ai beaucoup de livres sur Burton. Ok. Beaucoup. J'en ai au moins 3 là de tête. Des beaux livres. Des beaux livres Ouais, qui des beaux qui livres. montrent sa patte, un petit C'est peu ses dessins, etc., Ouais. son univers. Exactement. Est-ce que tes affiches, c'est un peu celle où t'es la plus fière de les avoir faites Et bah pas tant, tu vois. Ah. Enfin, c'est marrant, mais souvent, en fait, j'ai l'impression que les dessins que je réussis le mieux, c'est quand j'ai pas d'affect sur les films. Mhm. Parce qu'en fait, du coup, je le fais avec beaucoup de neutralité. Je suis plus technique et je me laisse plus aller.
Là où, en gros, quand j'aime vraiment un film, j'ose pas. T'aimes pas trop le froisser, voilà, t'aimes pas le froisser, le dénaturer. J'ose pas me l'approprier parce que je me dis, mais je peux pas parce qu'en fait, j'aime trop. Il y a une grosse sacralisation du film où tu te dis, voilà, j'aime le garder tel qu'il est. Exactement. Je prends toujours beaucoup plus de liberté quand c'est pas quelque chose qui me touche particulièrement, tu vois. Donc c'est pas celle dont je suis le plus fière, même si c'est laquelle t'es la plus fière? Oh, c'est dur. Et je dirais Fight Club. Je la trouvais cool. Le savon. Ouais. Le savon, là. J'ai beaucoup aimé travailler le savon. C'était rigolo comme tout, surtout que c'est pas ma zone de confort. Parce qu'avec les couleurs que t'avais fait les dégradés. Ouais, c'est pas du tout ma zone de confort. Et en plus, il n'y a pas de portrait, il n'y a rien, donc ça me faisait kiffer. Et en fait, j'aime bien le jeu de couleurs. Je me suis lâchée sur les couleurs à ce moment-là. Et pour le coup, non, c'est pas que j'aime pas le film. J'ai appris à aimer le film, mais j'aime pas Fincher. Ah oui, ok. Il me saoule. Enfin, je le trouve méchant. Voilà, pardon. Dommage. Après, quand tu parles de mélange de couleurs, moi je l'ai en face de moi, c'est l'affiche de Inception. Ouais. Est-ce que t'as aussi... Je l'aime beaucoup aussi. Ouais, je suis assez fière de celui-là aussi. C'est une de mes préférées aussi, celle de Inception. Cool. Elle est vraiment sympathique. Merci. Même si ma préférée, c'est même une des plus simples, c'est quand même celle de Porco Rosso. J'adore celle-là. Oh oui, merci beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup aussi. Je l'avais fait pour mon copain qui est vraiment un gros fan de Porco Rosso. C'est un génie. Je l'adore. Ouais, je l'adore ce type. Vraiment, Porco Rosso, vraiment. Trop sous-estimé ce film, malheureusement. Ouais, vraiment. Mais trop sous-côté dans les Miyazaki, on n'en parle pas assez. C'est fou, quoi. Alors qu'il est pour moi top 2, quoi. Ouais, je top suis 2. d'accord. Porco Rosso, c'est fantastique de bout en bout. Et ton affiche, j'adore. Mais en vrai, je vais l'acheter. Oh, je suis trop contente. Je vais l'acheter pour Noël, voilà. C'est sûr et certain. Mais ça, c'était sûr que j'allais le prendre, celui-là. C'était sûr. Mais quand je revoyais un peu la liste, c'est clair que celui-là, c'était celui que je voulais en premier. Je l'aime bien. Il est assez simple, mais je l'aime beaucoup dans sa simplicité, comment il est, le ton des couleurs, etc. Ça se marie très très bien. Voilà, vous aurez 2-3 images, voilà, pour ceux seulement de ceux qui sont sur YouTube, malheureusement, ceux qui sont sur Spotify, c'est pas grave, vous imaginez, ou sinon vous allez sur son Instagram, et oui, voilà, sur son Instagram, Draw My Movies, vous pourrez voir toutes ces créations d'affiches qui sont vraiment excellentes. Moi, j'ai donné mes préférées, celle d'Inception, celle de Porco Rosso, même si j'aime bien, je l'avais vu quelque part, où il est. Le Pulp Fiction, il est là. Voilà, le Pulp Fiction, il est juste là avec Uma Thurman. J'aime beaucoup celui-là aussi. Donc, allez voir déjà ce qu'elle fait. Ses créations ici, vous aimez, bien sûr. Il y aura son lien Etsy dans la description pour que vous puissiez les acheter. En plus, les prix sont vraiment abordables. Donc, voilà. N'hésitez pas. Allez-y, les yeux fermés. Elle fait du contenu de qualité. Suivez-la. J'aime beaucoup aussi le process que tu fais tes vidéos, tu mets le process de comment tu le fais. Moi, j'aime bien. Je le fais pas assez en plus. Oui, tu fais pas assez. C'est noté. Parce que j'aurais bien aimé savoir comment t'avais fait pour... Je sais pas si tu l'avais fait pour Inception, par exemple, mais savoir comment t'avais fait ce jeu de couleurs, etc., ce dégradé-là. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Tout est dans le... J'avais d'abord dessiné les éléments. Et en fait, par-dessus, après, je me suis amusée avec des espèces de filtres d'incrustation de couleurs. En fait. Ah, je peux d'accord. faire ça dans Illustrator. Mais ça aurait été marrant à mettre dans... Ouais, j'aurais bien aimé voir ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'aurais bien aimé voir ça, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, je vais le dire du coup dans ton podcast et tout, plein de fois, je me dis, bon, bah ça, tu le dessines pas maintenant parce que tu feras une vidéo. Et soit j'oublie, soit... très clairement, je n'ai pas le réflexe de me filmer. C'est-à-dire que des fois, je me mets à dessiner. Et oui, tu étais tellement pris dedans. Je suis déjà en train de dessiner, donc c'est déjà trop tard pour commencer à filmer, tu vois. Mais il faudrait vraiment que je le fasse plus souvent, mais c'est tellement pas dans mes habitudes et dans mes réflexes que la plupart du temps, j'oublie, quoi. Mais après, le mieux, c'est de voir le résultat final, de voir comment c'est au final. Après, voilà, le fait de montrer comment c'est fait, c'est un bonus. Voilà, on n'y pense pas trop, mais vraiment, voilà, moi, j'adore. Moi, j'adore la pâte que tu fais. Continue comme ça.
Moi, je suis comme ça. Toi aussi. Ah, Toi aussi, merci. continue ton podcast parce que vraiment, c'est trop chouette. Ah, Trop merci chouette. beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas prêt de se terminer. Bah, j'espère bien. J'ai hâte de retourner un peu partout, etc. De parler avec d'autres gens. Puis t'as du monde à interviewer. L'insta sur la cinéphère voilà. est assez rempli à ce niveau-là. Exactement. J'aimerais bien aussi parler avec d'autres personnes qui sont un peu externes ou qui sont en lien aussi un peu avec l'Insta Bien sûr. cinéphère, ceux qui font des podcasts notamment, Mhm. j'en ai certains en tête, ou ceux qui sont peut-être plus sur TikTok, etc. Et voir aussi par la suite. T'as de la matière. J'ai de la matière, j'ai des gens à voir. Aussi, on peut se revoir, on pourra Complètement. reparler, Les voilà. épisodes spéciaux. Hors série, Exactement. bien sûr, Insta cinéphère Le 2. teasing. Le teasing, bien sûr, il arrivera quand je ne sais pas, mais bientôt. Ça, c'est sûr qu'il viendra. Le Insta cinéphère 2 avec Draw My Movies et Suspi, ça c'est sûr. Il y a peut-être un autre invité surprise, mais ça, je n'en dis pas plus. Le dernier sera quand ça viendra. Vous le saurez en temps et en heure. Lequel le sera. Mais en tout cas, voilà, ça fait un plaisir, en tout cas. Bien sûr, je répète, allez sur sa page Instagram, Draw My Movies, vous verrez des belles choses. Je pense que si vous êtes sur YouTube, vous avez pu en prendre plein les yeux. Ça devait être bien cool, en tout cas pour vous. Et ceux qui sont sur Spotify, bah allez sur Instagram. Voilà. Hop, direct, hop. On perd pas de temps. Et aussi, bien sûr, vous pouvez déjà me mettre une note et aussi me mettre un commentaire sur mon podcast si vous l'avez aimé ou vous l'avez peut-être moins aimé. Moi, je prends tous les critiques qui arrivent, mais bon, je préfère quand même que ça soit positif. Mais bon, non, mais après, voilà, toute critique est bonne à prendre. Bien sûr, sur Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcast et même YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez du podcast. Moi, ça me fait toujours plaisir et moi, je prends un énorme plaisir de le faire. Et vraiment, je vous conseille aussi d'aller voir ma page Instagram puisque je continue un petit peu plus dans une critique. Vous entendrez toujours ma voix. J'ai fait 2-3 critiques là-dessus. Récemment, j'ai fait Flow, le dernier film de... J'ai plus son nom là. Il est un peu long, hein, son nom. Il est un peu compliqué. Pas son nom non plus. Et aussi The Gladiator 2 par exemple, voilà, qui sont mes dernières critiques. Mais il y en aura d'autres, voilà, il y a peut-être d'autres qui sont venus entre temps pendant que le podcast se crée et sera uploadé, en tout cas pour cette belle période de Noël. En tout cas, j'espère que vous en profiterez pour bien en profiter en famille, etc., que vous passez des bonnes fêtes de Noël. En tout cas, moi j'espère que tout se passe très bien. Je vous souhaite meilleurs vœux et surtout passez un joyeux Noël et surtout mangez bien pour ces bons réveillons, etc. C'est toujours bien. Et en famille ou avec vos copains ou bien sûr avec vos amis. C'est toujours très important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.